Bonjour à tous. Donc on va commencer la table ronde. Je vais faire un bref déroulé de ce qui va se passer. Dans un premier temps, donc chacun des 4 intervenants va se présenter assez brièvement, donc avec quelques points importants de sa carrière. Dans un second temps, il y aura 3 questions qu'on a posées préalablement aux 4 intervenants. Donc ils y ont chacun réfléchi et ils vont chacun nous présenter leur opinion et leurs connaissances sur les questions. Et dans un troisième temps, vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Donc lorsque vous posez des questions, si c'est une question dirigée, dites exactement à qui est-ce que vous adressez. Et sinon, chaque intervenant apportera ses connaissances et son opinion pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Robin Girard, enseignant-chercheur à l'École des Mines de Paris depuis 2008 et je travaille sur la modélisation de la transition énergétique. Alors je rencontre certains d'entre vous dans l'option énergie, pas autant que ce que vous êtes dans les promos de l'X, mais il y en a quelques-uns qui viennent quand même, et aussi au corps des mines. Voilà. Donc moi je m'appelle Valérie Faudon, je suis ancienne élève, je suis de la promotion 84. C'est bien ça. Et donc, moi, j'ai fait les ponts, après Sciences Po, et puis j'ai fini mes études à Stanford. Donc, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'industrie, d'abord dans l'informatique, chez HP, aux États-Unis et en Europe, puis dans les télécoms. Et depuis 2009, j'ai fait le choix d'aller dans le nucléaire, parce que c'était le moment de Copenhague, donc c'est bas carbone, le nucléaire, on va en parler peut-être. Et puis c'est une industrie française en fait, sur lesquelles la France a une vraie position internationale. Voilà. Et depuis 2013, je suis déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Ce sont les ingénieurs et les scientifiques du nucléaire. Et j'enseigne à Sciences Po. Voilà. Et je viens de temps en temps ici aussi pour les élèves qui étudient le nucléaire. Bonjour, moi je suis en retard à cause d'une campagne caisse. Parce qu'en venant de Massy à vélo, à un moment, il y a une pancarte qui indique École Polytechnique pour retourner vers Massy. Donc je pense qu'il y a une campagne caisse qui est passée par là. Voilà. À part ça, donc moi je suis passé ici 3 ans avant la petite jeune à ma droite. Et puis j'ai commencé à être actif dans les domaines dans lesquels je le suis aujourd'hui à la fin des années 90. Alors, dans les diverses casquettes que j'ai occupées, j'ai fait le next des vieux, parce que pendant longtemps, je me suis occupé d'un groupe de discussion sur l'environnement de l'AX, qui s'appelait X Environnement. Je suis actuellement associé d'une société qui s'appelle Carbone 4, qui essaye de pousser à la roue dans le monde économique pour qu'on s'occupe un peu sérieusement des questions de climat. Il y a du boulot. Je suis également président d'une association qui s'appelle en bon français The Shift Project et qui est, on va dire, la version militante, associative de ce que Carbone 4 fait de manière professionnelle, les choses de manière un peu rapide. Et enfin, je n'ai pas le plaisir d'enseigner dans cette école, donc j'enseigne chez les concurrents aux mines, ceux qui ont résisté au déménagement sur le plateau, voilà, victorieusement jusqu'à maintenant. Un cours qui est très lié au sujet qu'on va évoquer ce soir. Et enfin, j'ai une dernière casquette récente, qui est que je suis membre d'une des innombrables commissions qu'on a créées en France pour s'occuper du sujet climatique, enfin du reste d'innombrables commissions qu'on fait en France d'une manière générale, est un truc qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, et qui a le mandat de dire chaque année où en est la France sur sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Merci, je m'appelle Cédric Philibert, je m'intéresse au climat depuis les années 80, donc bien avant les 3 petits jeunes qui sont à ma droite. Et j'ai écrit un livre sur le climat en 90, dont mon voisin a rendu compte 15 ans après sur son blog, de façon sympathique. J'ai travaillé ensuite comme journaliste, puis au ministère de l'Environnement, à l'ADEME, au Programme des Nations Unies pour l'environnement, et puis ensuite à l'Agence internationale de l'énergie, où j'ai passé 20 ans, 10 ans sur les formes d'accords internationaux pour lutter contre le changement climatique, et 10 ans sur les énergies renouvelables,
et notamment les 5 dernières années, surtout sur comment on pouvait, avec les énergies renouvelables, décarboner l'industrie, parce que je trouvais que c'était un sujet laissé en jachère. Voilà, je suis à la retraite et j'essaye de l'occuper par diverses activités de blog. J'écris un livre sur les éoliennes qui s'appelle « Éoliennes, pourquoi tant de haine ?» Je vous le conseille vivement. Et puis, je fais un peu de conseils à l'occasion, quelquefois des conférences à Polytechnique, les conférences Coriolis, quand on veut bien m'inviter, voilà, enfin diverses activités. Merci beaucoup. Désormais, on va passer donc à la période de questions qui ont été posées au préalable. Donc chaque intervenant répondra à la question et s'en suivra des réactions éventuellement en fonction de ce qui a été dit. Donc la première question. En octobre 2022, la Première ministre Elisabeth Borne s'adressait aux députés pour défendre la transition écologique. Les arguments avancés étaient doubles. Il s'agissait d'abord de répondre à la crise climatique, ensuite de stimuler la croissance et la création d'emplois par le biais de cette transition. Les données disponibles depuis les années 1960 semblent montrer une forte corrélation entre croissance économique mondiale et consommation énergétique mondiale. Pensez-vous alors qu'il est possible de décarboner l'énergie et de réduire notre consommation d'énergie, tout en préservant la croissance économique telle qu'on la connaît actuellement? Madame Faudon, je vous laisse la parole. Alors, on l'a déjà fait, puisque quand on a fait le programme nucléaire, entre 80 et 85, on a une croissance du produit intérieur brut de 8% et on a baissé nos émissions de 20%. Donc il y a des moments où on arrive à découpler, enfin ça s'appelle le découplage. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est facile à faire et qu'on y arrivera. Le point que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs notions importantes à mon avis. La première, c'est vraiment de faire la différence entre énergie et électricité. Alors, ça vous paraît vraiment évident, mais si vous regardez les débats publics des 10 dernières années, en général, on ne fait pas la différence. Et c'est extrêmement important parce que, par exemple, si je prends le scénario français, la stratégie nationale bas carbone, on a une baisse de la consommation d'énergie de 40% et une augmentation de la consommation d'électricité de 25%. Les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, c'est pareil. Les scénarios du GIEC, c'est pareil. La plupart des scénarios du GIEC, on va vers une électrification des usages, puisque l'électricité est facile. Enfin, on sait la décarboner avec du nucléaire, des renouvelables. Donc on sait le faire. Donc ça, c'est vraiment important. On va consommer plus d'électricité et on va devoir produire plus d'électricité. Actuellement, dans les scénarios qui vont être présentés par le gouvernement cet été, on rehausse encore notre consommation d'électricité, même à court terme, d'ici 2030-2035, sous l'effet de plusieurs facteurs. Enfin, le premier, c'est que l'industrie se décarbone. Donc ça, c'est bien aussi. Enfin, je pense que Jean-Marc en parlera. C'est-à-dire que la moitié de nos émissions sont importées aujourd'hui. Donc si on produit plus localement, si on se réindustrialise, ben, on va du coup décarboner, enfin diminuer notre empreinte carbone. Donc ça, c'est extrêmement important. L'industrie, pour vous donner une idée, le parc nucléaire, il fait un peu plus de 60 gigawatts. L'industrie a demandé à RTA, au réseau de transport, donc qui gère les lignes à haute tension, 15 gigawatts de connexion supplémentaire pour 2030. Donc c'est dingue, c'est 15 réacteurs nucléaires, quoi. Voilà. Donc on est actuellement sur ce chemin-là. C'est vraiment important de le comprendre. Il y aura aussi, non seulement l'industrie demandera l'électricité, elle va demander à produire de l'hydrogène aussi pour certains process industriels comme les hauts fourneaux. Et ça va vraiment tirer la consommation d'électricité vers le haut. Et le dernier point, parce que je ne veux pas tout dire, c'est de se rappeler, donc dans les scénarios mondiaux, il y a une augmentation de l'électricité. Aujourd'hui, elle fait à peu près 25% de notre consommation énergétique, elle va monter à 50%. Mais il faut se rappeler qu'il y a encore 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc cette croissance de l'électricité, on va l'avoir à la fois sur les pays riches qui vont migrer certaines consommations, typiquement la voiture vers la voiture électrique, c'est l'exemple le plus connu, mais aussi il y a des corrélations de l'industrie. Mais dans les pays émergents, c'est un rattrapage. Et ils sont beaucoup, ces 800 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Il faut voir, eux, ils vont migrer en fait de la biomasse à l'électricité. Et quand on migre de la biomasse à l'électricité, on diminue sa consommation d'énergie par 3. Voilà. Merci Valérie. Je rejoins complètement ce que tu as dit. Alors j'ai préparé un slide, je ne sais pas si...
Ah, pardon, je me suis trompé. Ah oui. Peu importe. Bon. Alors, je vais prendre la question par la fin de la question. Oui, je veux bien qu'on laisse ça. Ça va être, je vais l'utiliser. Mais la croissance économique telle qu'on la connaît, non, pas tout à fait. Parce qu'il y a dans cette croissance des éléments qui sont très difficiles à décarboner et qu'on ne peut pas soutenir indéfiniment et durablement. La croissance du trafic aérien, on ne peut pas rattraper avec une décarbonation la croissance du trafic aérien telle qu'elle était programmée par l'Association internationale du transport aérien. C'était un triplement en 2038 par rapport à 2000, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas possible. C'est très difficile de décarboner l'aviation. On a un peu de biocarburant, on fera peut-être des carburants de synthèse avec de l'hydrogène et du carbone, de la biomasse. L'hydrogène, c'est pour si on arrive un jour à faire des avions avec de l'hydrogène, c'est très très difficile et ça fera rien d'ici 2050 et le moment où on en a besoin le plus, peut-être pour 2100, vous verrez ça, moi pas. Il n'y a pas les batteries, l'ammoniac, le méthanol, ça peut faire des tout petits rôles ici ou là, mais pas les vols longue distance avec beaucoup de passagers, c'est hors de question. Donc non, on ne peut pas maintenir la croissance économique telle qu'on la connaît, strictement égale. Peut-être qu'il faut moins de viande et surtout moins de viande de bœuf, parce que le bœuf c'est 10 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le poulet, ou sans parler des légumineuses et des céréales. Peut-être qu'il faudra des voitures électriques mais moins lourdes, et si possible plutôt des vélos électriques ou des vélos cargo. Et puis mais le SUV qui a beaucoup tiré la croissance de la consommation de pétrole ces dernières années, non, c'est pas possible qu'on ait une telle croissance des SUV et décarboner l'économie. Donc il y a des moments, des aspects de cette croissance qui doivent changer. Pour autant, il y a dans le monde entier des dizaines de plans. Alors c'est des plans, c'est pas réalisé, c'est des projections qui montrent qu'on peut avoir une croissance soutenue et décarbonée. Valérie a cité le net zéro en 2050 de l'AIE. Dans ce net zéro, l'énergie totale est à peu près stable, alors d'ici 2050, alors que ça s'accompagne d'une croissance de la population de 2 milliards d'habitants et d'un doublement du PIB. Alors je sais que le PIB, c'est pas un très bon instrument parce que ça mesure les accidents de la route autant que la satisfaction. Enfin, mais néanmoins, ça donne une idée du volume de l'économie. Et il y a un doublement du PIB, il y a une stagnation de la demande finale, de la demande totale d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la demande d'énergie primaire, et il y a une très forte décarbonation puisque c'est un scénario net zéro émission en 2050. C'est pas des émissions brutes qui sont nulles, mais c'est les émissions nettes. Et je voulais juste ajouter à ce qu'a dit Valérie et que je partage aussi quelque chose sur l'électrification. Parce qu'on dit dans le programme français, mais c'est pareil dans le programme mondial, les chiffres sont pas exactement les mêmes, mais c'est un peu pareil. 40% d'énergie en moins et 35% d'énergie en plus, d'électricité en plus. Et on dit mais c'est quand même un peu contradictoire, et comment on fait 40% d'énergie en moins, et là c'est l'énergie finale dont on parle. En réalité, beaucoup de cette économie d'énergie viendra avec l'électrification, parce que quand on électrifie, on a des choses beaucoup plus efficaces. On a ici le transport, vous voyez les pertes dans les voitures thermiques, c'est les 2/3 de l'énergie qui est perdue dans les voitures thermiques, ou les 3/4, alors que dans les voitures électriques, on en perd très peu, même en prenant tout en compte, depuis la production jusqu'à la propulsion. Dans le chauffage, on se dit, les chauffages sont presque efficaces à 100%, le fuel, on peut pas faire mieux. Eh ben si, on peut faire mieux, parce qu'avec la pompe à chaleur, on va chercher des calories dans le milieu extérieur froid et on les met dans le milieu intérieur chaud. C'est exactement ce que fait un frigo. Et ça nous permet, avec 1 kWh d'électricité, d'avoir 3 à 4 kWh de chaleur dans la maison. Ou 5, ça dépend où on se trouve et ça dépend de plein de choses. On n'entrera pas dans les détails. Et puis alors, si on remonte à l'énergie primaire, c'est-à-dire au carburant, au combustible, là aussi, il y a d'énormes pertes. Parce qu'il y a beaucoup d'électricité qui est faite aujourd'hui avec des procédés thermiques. Donc on brûle un combustible ou de l'uranium. Et là, on a les 2/3 de l'énergie qui est
perdue sous forme de chaleur. Quelquefois, dans quelques rares cas, on la récupère sous forme pour chauffer, on fait de la cogénération, mais pour l'essentiel, c'est perdu. Et on a seulement un tiers en électricité. Par contre, si on est en hydroélectricité, si on est en photovoltaïque ou si on est en éolien, là, on a une égalité entre ce qu'on considère comme énergie primaire et ce qu'on considère comme énergie finale. C'est une convention. Mais du coup, dans les scénarios, ça explique pourquoi, quand on électrifie, dans le monde, on est à 20% d'électricité dans l'énergie finale. Il s'agit de passer à 50%, voire plus. En France, on est à 25%. Il s'agit de passer à 55%. Et à mon avis, il faudra faire plus. Parce que dans ces scénarios, la partie difficile, c'est pas la partie électrique, c'est la partie qui est pas électrique. Parce que là, ça repose sur beaucoup de biomasse et on va pas en avoir assez, si vous voulez mon avis. Voilà. Monsieur Girard, vous évoquez l'équation kayak pour répondre à cette question. Je vous cède la parole. Ben merci. Bon, cette fois-ci, c'est à moi. Alors, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Et voilà, j'avais prévu une slide qui peut-être aurait dû aller avant, mais bon, c'est bien de revenir sur ce qui a été dit. Alors, cette équation de kayak qui est en haut à droite, elle est souvent utilisée pour vulgariser cette question, et elle permet je pense, de redire ce qui vient d'être dit, à la fois que cette décarbonation, elle passe par l'électrification. Il y a une sorte de miracle de l'électrification qu'il faut acter, qu'il faut comprendre. Et en fait, cette équation de Kayak, elle dit que nos émissions, elles évoluent un petit peu selon 4 facteurs. L'évolution de la population, l'évolution du PIB par habitant, l'évolution de l'économie, donc énergie par point de PIB, pardon, et puis l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, donc l'intensité carbone de notre énergie. Et quand on parle de l'électrification, la grosse diminution de nos émissions, elle est sur le premier facteur. Quand on passe d'une énergie fossile à de l'électricité bas carbone, donc renouvelable ou nucléaire, ou à du biogaz, on a des divisions par un facteur entre 10 et 15. Donc je dirais c'est là qu'on a la réduction attendue. Tout à l'heure on parlait de la SNBC, dans la stratégie nationale bas carbone. On envisage dans le bâtiment, dans le transport, dans l'industrie, des divisions d'un facteur entre 20 et 4. C'est énorme. L'ambition est énorme et c'est l'électrification qui joue le rôle premier ici. Et on le voit bien dans les chiffres. Sans cette électrification, je dirais pas de salut. Ensuite, l'électrification, il y a un double miracle qui a très bien été déjà évoqué par Cédric, qui est que l'électricité n'a pas la même valeur. Bon, et vous le savez, mais dans le grand public, les gens ne le savent pas forcément. L'électricité n'a pas la même valeur que l'énergie thermique. Et donc, on a des rendements sur des pompes à chaleur, sur des véhicules électriques qui sont 3 fois meilleurs que ce qu'on a avec ce qu'on utilise aujourd'hui pour se déplacer et pour se chauffer. Et donc, cette électricité, elle nous fait encore un gain ici sur le terme plutôt énergie par point de PIB. Et je dirais, une fois qu'on a fait ça, on a l'impression que tout est facile, mais comme l'a très bien dit Cédric, il y a beaucoup d'usages qui sont difficiles à électrifier d'un côté, et en plus, l'électrification a aussi des impacts dans le transport notamment. Et donc dans ce sens-là, on ne peut pas garder la croissance telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. Ce que j'ai mis tout à droite, là comme graphique, c'est un graphique, donc c'est le scénario qu'a évoqué Cédric de l'Agence internationale de l'énergie. Et ce que vous voyez représenté, c'est l'évolution du PIB selon l'AIE, et puis l'évolution des populations dans différentes parties du monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette évolution de PIB dans le scénario de l'AIE est essentiellement liée aux pays du Sud. Donc c'est pas évident non plus, dans la question telle qu'elle était formulée au début, de reprocher que l'on mentionne la croissance en plus, pour la France, par rapport à, en plus des choses qui doivent croître, notre activité de décarbonation, l'électrification va générer une forme de croissance. Une autre partie doit décroître, on a parlé de l'aviation, d'autres secteurs qui sont difficiles à décarboner. Je pense que de lever le pied est une bonne chose, ralentir, on entend le terme, on l'a vu en titre de livre, ralentir c'est important, accélérer aussi la transition. Et trouver une manière de parler aujourd'hui d'accélération et de ralentissement, je pense que ce serait une bonne chose. Qui dans la salle connaît la définition du PIB ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont mal au deltoïde ou... Non, vous n'êtes pas... Est-ce que Non, c'est dommage, je vous passerai pas le micro, mais alors pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, le PIB, c'est un indicateur agrégé qui tente de représenter la valeur monétaire de tout ce qu'on produit. Je dis bien qu'il tente de représenter la valeur monétaire de tout ce qu'on produit.
Incidemment, c'est aussi, par le miracle de la comptabilité nationale, la somme des revenus de tous les agents économiques. Donc, quand le PIB baisse, un des trucs qui fait peur à tout le monde, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer. Il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, il y a eu un débat en France dans lequel la revendication qui était faite était plutôt cohérente avec une hausse des revenus, globalement. Hein. Quand vous êtes dans une entreprise, aujourd'hui, c'est assez rare qu'on puisse séduire les jeunes diplômés en leur disant « rentrez chez moi, puis au fil des années, je vous payerai de moins en moins ». Peut-être qu'il y a quelques personnes ici qui sont candidates à ce genre de truc, mais vous ne représentez pas une majorité dans le pays. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens que ça, avant de répondre à la question, hein, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui n'ont pas envie, quelle qu'en soit la raison, bonne ou mauvaise, d'envisager l'hypothèse qu'on pourrait être dans une contraction structurelle de l'économie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout au schéma culturel et aux schémas sociaux avec lesquels on gère les sociétés, parce que ça suppose de jeter cul par-dessus tête un certain nombre de trucs qu'on considère comme étant parfaitement normaux, l'augmentation à l'ancienneté et autres trucs de ce genre-là. Alors une fois que j'ai dit ça, comment intervient l'énergie dans cette histoire ? Quand vous regardez à quoi ressemble le système productif humain, ça consiste essentiellement à se servir dans un grand supermarché gratuit qui s'appelle la planète Terre, où il y a tout un tas de trucs qui s'appellent des ressources naturelles, des sols, des cours d'eau, du minerai de fer, de l'air, la pluie qui tombe, etc. Et à en faire autre chose, parce qu'on trouve que c'est plus adapté à nos envies. Par exemple, c'est assez difficile de touiller un chocolat avec une poignée de minerai de fer. C'est quand même plus facile de le faire avec une cuillère. Donc on a eu envie de transformer le fer en cuillère, le fer en couteau, etc. Donc l'activité productive, c'est essentiellement une activité de transformation, globalement. Et normalement, vous êtes tous bien placés dans cette salle pour savoir que l'énergie, ça ne fait rien d'autre dans le monde physique que de quantifier la transformation. Il se trouve que les euros, quand vous êtes dans le système productif, normalement, quand c'est à peu près bien fait, mais en fait maintenant il commence à y avoir des trous dans la raquette un peu partout, c'est également quelque chose qui est censé quantifier la transformation. Parce que le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. Et une valeur ajoutée, c'est ce que vous avez dans une activité productive, qu'elle soit publique ou privée, du reste. C'est quelque chose que vous avez quand vous avez mieux après qu'avant, pour dire les choses de manière très simple. Et donc, ces euros sont là pour quantifier la part humaine, l'apport, on va dire, dans une transformation, l'apport économique dans une transformation. Et donc, une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que c'est difficile d'avoir de plus en plus de valeurs liées aux transformations sans avoir de plus en plus de transformations, sauf à prendre des conventions qu'on pourrait très bien prendre en disant il y a de plus en plus de valeur dans une transformation qui est physiquement de plus en plus faible. Donc ça reviendrait par exemple à dire c'est normal qu'un vélo coûte beaucoup plus cher qu'une voiture. On pourrait très bien conventionnellement dire ça, d'accord ? À partir du moment où on a des conventions qui permettent de dire ça, il n'y a strictement aucun problème pour qu'on fasse indéfiniment un PIB croissant avec une énergie décroissante. Il n'y a aucun problème, d'accord ? Par contre, tant que le PIB compte à peu près le même genre, de la même manière, avec les mêmes conventions, on va dire. Donc par exemple, quand il y a plus de transformation, c'est plus gros, et quand c'est plus gros, ça coûte plus cher. Un truc dans ce genre-là. Là, c'est très peu probable qu'on arrive à découpler durablement et mondialement le PIB et l'énergie. Alors, on peut le faire dans des zones géographiques restreintes et sur des pas de temps courts. Valérie l'a dit tout à fait, effectivement. Alors, on n'a pas découplé l'énergie et le PIB, on a découplé le CO2 et le PIB. Hein, voilà. Sur l'énergie, c'est beaucoup plus difficile. On peut le faire dans certains pays très ouverts sur l'étranger, parce que, en fait, on peut aller chercher les valeurs ajoutées à l'extérieur, les rapatrier sous forme de transferts financiers, consolidation de bénéfices, etc., alors que les flux physiques de transformation qui auront permis de créer la valeur ajoutée sont hors du pays. Donc les petits pays avec une économie très ouverte n'ont pas de problème avec des sièges de multinationales, etc., pour faire croître leur PIB en même temps qu'ils font décroître leur consommation d'énergie. Ça pose pas de problème. Mais quand vous regardez la planète dans son ensemble, depuis en fait les débuts de l'industrialisation, ça n'est jamais arrivé. Et non seulement ça n'est jamais arrivé, mais vous avez un coefficient de corrélation extrêmement fort
entre l'énergie et la taille de l'économie. Et c'est tout simplement lié au fait qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est essentiellement la nourriture des machines et la production économique est essentiellement faite par des machines. Si vous regardez ce qui physiquement a fait les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les vêtements que vous portez, la nourriture que vous avez mangée à midi et celle que vous mangerez ce soir, les logements dans lesquels vous vivez, les moyens de transport que vous prenez, et même ce qui a fait le cinéma, enfin maintenant on ne va plus au cinéma, on regarde Netflix, mais ce qui a fait le réseau qui vous permet de regarder Netflix, tout ça en fait, c'est des machines qui ont fait ça. D'accord ? Et l'augmentation de la productivité du travail, c'est tout simplement le fait qu'on a adjoint des machines aux hommes. Il ne nous a pas poussé des bras et des jambes supplémentaires. Donc, une fois que je vous ai dit ça, tant que le PIB, encore une fois, mesure la même chose, c'est-à-dire qu'on ne change pas les conventions, il y a une convention qui permettrait de faire le découplage de manière permanente, très simple, qui est de supprimer l'inflation. D'accord ? Il n'y a plus de notion d'inflation. Donc, si cette paire de chaussures vaut l'année prochaine 2 fois, nominalement, ce qu'elle vaut l'année dernière, on dit c'est pas de l'inflation, c'est un supplément de valeur. Voilà, il y a pas de... Et à ce moment, il n'y a strictement aucun problème pour faire un PIB indéfiniment croissant. Voilà. Par contre, si vous voulez mesurer les mètres carrés de logement, les tonnes de chaussures, les tonnes de tables, etc., produire de plus en plus de choses qui se mesurent en tonnes et en mètres carrés avec de moins en moins d'énergie, ça, ma conviction, c'est que ça n'arrivera jamais. Donc voilà ce que je pouvais répondre sur la question. Je vous laisse réagir. Je veux bien poser une question. Jean-Marc, dans ta définition, alors le travail du médecin, le travail du cinéaste, le travail du comédien, le travail de l'écrivain, voilà, il se transforme des flux de matière importants. Le travail de l'enseignant devant... alors ici, on n'est pas payé, donc on n'en parle pas pour le PIB, mais franchement, un enseignant, normalement, on le paye, même mal, et il enseigne, et je ne sais pas alors il transforme des choses dans la tête des étudiants peut-être, mais c'est pas des flux de matière importants. Ça demande un peu d'énergie, oui, peut-être pour éclairer la salle. Enfin, je sais pas. Il y a un truc dans ta définition du PIB qui va pas. Alors, on peut sur la partie service, on fait exactement ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire que le travail du médecin, on peut le valoriser plus, on peut le valoriser moins, et du reste, les comptables nationaux se cassent la tête. C'est un casse-tête bien connu de savoir comment on valorise les services au fil du temps. C'est évident. Alors, si on regarde de manière systémique, le médecin et l'enseignant ne sont apparus que dans des sociétés qui avaient créé des flux industriels préalables permettant de rendre suffisamment productive par individu la production de nourriture, de logement, de vêtements, etc. Oui, il y avait des curés, mais ils n'étaient pas nombreux. Et le reste, au moment où il y avait des curés, le reste de la population, c'était des paysans. Il n'y avait pas beaucoup d'industrie. Et globalement, quand même, rapporté à la population, il n'y avait pas beaucoup de curés. Beaucoup moins que des professions de service aujourd'hui rapportées à la population. Pas beaucoup de médecins non plus. Donc en fait, si on regarde d'un point de vue système, une société dans laquelle, là aussi, on peut faire des corrélations assez marrantes, la part des services dans l'emploi est une fonction croissante de la consommation d'énergie par individu. C'est vrai au cours du temps, et c'est vrai en instantané statistiquement dans le monde. C'est-à-dire si je fais un nuage de points aujourd'hui dans le monde où je regarde part des services dans l'emploi versus consommation d'énergie par personne, j'ai une régression très fortement positive. Et si je regarde l'évolution de la part des services dans l'emploi versus l'évolution temporelle dans un même pays de l'énergie par personne, j'ai aussi un truc qui est quasiment une droite, en particulier dans les pays qui sont rapidement émergents, la Chine, l'Inde, etc. Donc aujourd'hui, en termes de système, en fait, l'idée qu'on va pouvoir maintenir énormément d'emplois de service dans un monde dans lequel les flux industriels sous-jacents diminuent fortement et donc la productivité industrielle du travail diminue fortement, il m'a posé une question, j'y réponds, est quelque chose qui, pour moi, reste à démontrer. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, l'histoire passée ne le démontre pas. On va passer à la deuxième question. Je ne dis pas que c'est un souhait. Entendons-nous bien. D'accord, je suis ravi qu'il y ait des médecins. Mais je dis, je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça à faire. On va passer à la deuxième question. C'est moi cette fois-ci. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Commission européenne a présenté le plan Repower EU, un plan à l'échelle européenne qui vise à diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Europe et à produire davantage d'énergie verte. Pensez-vous que l'énergie doit se penser comme un bien européen
où chaque pays renoncerait à sa souveraineté énergétique nationale en mettant à disposition ses infrastructures et sa géographie au service de l'Europe. Monsieur Girard, je vous laisse commencer. Merci. Je pense que j'ai mis un slide aussi. Alors, bon, moi, je vais avoir une réponse tiède. Je vais dire non, il ne faut pas renoncer à sa souveraineté et oui, il faut placer ses espoirs dans l'Europe et peut-être même aussi dans le monde. On est bien d'accord qu'on est face à un problème climatique mondial et qu'il y a pas mal de choses à faire qui vont nécessiter des interactions entre les pays et des négociations qui vont être difficiles entre les différents pays du monde. Et donc, par rapport à ces enjeux mondiaux, on a intérêt à essayer de créer des alliances mondiales, c'est pas évident, peut-être régionales, et l'Europe en est une qui peut avoir un poids dans ces négociations. Et aujourd'hui, dire qu'il faut renoncer à l'Europe pour ne pas renoncer à sa souveraineté, à mon avis, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, je vais... Après ces considérations un peu générales, je vais vous parler d'un détail. C'est le système électrique. Alors bon, c'est plus de l'énergie tout à coup, et c'est juste de l'électricité. Et je vais vous parler d'une des... Alors on a eu 4 grandes crises énergétiques, mais je ne vais pas vous parler des 4 grandes crises. Je vous parle juste de la plus récente, celle qui nous a fait le plus parler dernièrement. C'est la crise de disponibilité du nucléaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que suite à des défauts génériques dits de corrosion sous contrainte sur une partie du parc nucléaire, on a perdu à peu près une centaine de térawattheures. Alors, il y a aussi de l'hydraulique qui nous a manqué suite à la sécheresse, mais il nous a manqué 100 térawattheures. Donc, c'est de l'énergie annuelle par rapport à peu près aux 500 qu'on produisait. Bon, voilà, c'est quand même assez important ce qui nous a manqué cet hiver. Et comment on a géré cette crise? Eh bien, j'imagine que si je vous pose la question, vous allez me dire, eh bien, la sobriété, évidemment. Parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. On a eu très peur aussi, parce qu'avec la sobriété, je pense qu'il y a eu aussi des prix qui sont montés et il y a eu de la destruction de demande, des industriels qui ont peut-être mis la clé sous la porte ou en tout cas qui se sont arrêtés de produire pendant un certain temps. Et puis, on a eu aussi une production locale, un petit peu de... Donc, cette sobriété, elle nous a permis d'économiser à peu près 15 TWh sur les 100 qui nous manquaient. On a aussi utilisé du gaz, bien. Parce que la deuxième crise dont je parle pas, c'est la crise du gaz. On avait besoin de gaz et on en a utilisé plus. Un petit peu de ENR. Et les prix, c'était aussi à cause du gaz. Notamment, pas que. Et donc, on a utilisé un peu de ENR, pas beaucoup, en France, local. Et comment on s'en est sorti? Eh ben, on s'en est sorti majoritairement avec des importations. 75 TWh en net. Alors, c'est pas 75 TWh qu'on a importé. En fait, depuis la fin de la construction du parc nucléaire français, on est exportateur. On exporte, et on est très content d'exporter notre électricité nucléaire depuis longtemps. Peut-être la Sven me contredira, mais je crois pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tous les ans, on exporte énormément d'électricité nucléaire. Et quand il fait très froid l'hiver, on importe, comme à l'hiver 2012, on a passé l'hiver grâce aux importations. Donc, ce système électrique européen, il nous aide beaucoup depuis des années. Et cette année, on s'en est servi pour gérer cette crise d'indisponibilité du parc nucléaire. Et donc je pense que ce système électrique européen nous aide et il va nous aider de plus en plus dans le futur avec le déploiement des renouvelables. On prévoit un doublement de la capacité d'interconnexion. Donc aujourd'hui, penser le système électrique sans le penser à l'échelle européenne, c'est à mon avis une grave erreur. Ça n'empêche pas d'avoir une réflexion en termes de souveraineté d'imposer ces règles, notamment en développant un parc nucléaire, même si certains pays européens sont contre. Et parfois, l'Europe, c'est la somme de nos intentions. Et parfois, les choses viennent de l'Europe parce qu'on a su les faire remonter. Et parfois, c'est un pays qui avance et les autres qui suivent. Et donc, peut-être qu'il y a des moments où il faut aussi montrer l'exemple par rapport à ça. Monsieur Jancovici, je vous laisse poursuivre. Alors, il faut que je revienne à la question, parce qu'à mon âge, j'oublie. Historiquement, c'était le projet. En fait, historiquement, avant la création de la communauté européenne, il y a eu la communauté européenne, enfin de l'Union européenne, il y a eu la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis il y a eu Euratom. En fait, l'Europe, elle est née d'une volonté d'arrêter de se faire la guerre pour le contrôle des ressources, et en particulier des ressources énergétiques, puisque c'était, comme vous le savez, il y avait un tout petit peu de charbon et de minerai de fer entre les Français et les Allemands.
En pratique, qu'est-ce que ça a donné? En pratique, aujourd'hui, les pays qui constituent l'Europe ne sont pas dissous dans l'Europe. D'accord? On continue à avoir une France, une Grande-Bretagne qui est sortie de l'Europe, du reste, une Allemagne, une Espagne, une Italie, etc. Et les pays, ils ont tous des ambitions, enfin comment dire, ils ont tous des envies souverainistes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont quand même envie, dans un certain nombre de domaines, de pouvoir décider chez eux de la prise en main de leur propre destin. Et ça suppose quand même qu'ils aient la main dans une société qui est devenue une société industrielle, où encore une fois, c'est les machines qui sont à l'origine de la production et qui sont à l'origine des marges de manœuvre, parce que c'est ça la réalité. Les pays ont quand même envie d'avoir la maîtrise ou une forme de souveraineté sur leur approvisionnement énergétique. Alors, ils n'auront jamais l'indépendance dans les pays européens, parce que tous les pays européens, tous autant qu'ils sont importateurs, sauf la Norvège, qui a la bonne idée d'avoir plein de gaz et plein de pétrole chez elle. Mais sinon, les autres, et plein de montagnes. Donc, c'est les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. Et c'est par ailleurs le peuple le plus climato-sceptique d'Europe, ce qui est assez rigolo. Voilà. Donc, mais suivi par les Suédois. Donc, la réalité européenne, c'est que en fait, les pays ont quand même assez envie d'être maîtres de leur destin. Et alors du coup, ils sont assez d'accord pour partager, dans la mesure où ce partage les amène à une situation plus confortable que s'ils ne partageaient pas. Donc les imports-exports d'électricité, ça en fait partie. C'est-à-dire si vous fermez les frontières électriques de tous les pays, eh bien, vous ne pouvez pas mutualiser un certain nombre de moyens. Vous ne pouvez pas compter sur les voisins quand ils ont de l'électricité alors vous n'en avez pas, ou quand ils peuvent la produire moins cher que vous et que ça vous arrange qu'ils fassent ça pour votre compte. Donc les imports-exports d'électricité, ça fait très longtemps qu'on a interconnecté un peu ou beaucoup les réseaux électriques parce que chaque pays y trouvait son compte. On a également interconnecté les réseaux de gaz. Et du reste, l'Allemagne est bien contente qu'on ait interconnecté les réseaux de gaz parce que depuis que Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés et qu'on est un peu fâché avec M. Poutine, une fraction croissante du gaz allemand vient par le sud au lieu de venir par le nord, précisément parce que on a des interconnexions. Donc il y a toujours eu une forme de mutualisation partielle de l'énergie dans la question européenne et il n'y aura jamais, en tout cas c'est mon avis, une intégration totale, c'est-à-dire que je ne crois pas, mais je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que vous verrez un jour un système politiquement... Ça voudrait dire quelque part que l'Europe est devenue un système totalement politiquement unifié et qu'en fait, il n'y a plus d'élection nationale. Ça revient quelque part presque à ça, ou qu'on fait comme les États-Unis, on élit un gouverneur, mais qu'en fait, voilà, la totalité de ce qui se passe vraiment de façon importante se passe au niveau européen. Peut-être que ça va finir par arriver. C'est pas ce qu'elle nous a montré l'histoire récente. Donc mon sentiment, c'est qu'on va rester dans une espèce d'entre-deux, qui est, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, on va rester dans une espèce d'entre-deux, dans lequel, en fonction des circonstances, il y aura un peu plus de mainmise européenne ou un peu plus de mainmise nationale sur la gestion énergétique. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est suffisamment essentiel pour que les pays souhaitent avoir. Et pour le moment, le mix énergétique est une compétence nationale, c'est les pays qui décident. Ils souhaitent avoir à un moment leur mot à dire dans ce qui se passe chez eux. Merci. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il n'y a pas de souveraineté énergétique. Depuis très longtemps. On est tous, Français, Européens, importateurs, sauf la Norvège, comme tu as dit, importateurs d'énergie fossile. Et c'est les 2/3 de notre énergie totale. Donc, on ne renonce pas à une souveraineté qui n'existe pas pour l'instant. D'ailleurs, le problème ne doit pas se poser en termes de souveraineté. On n'a pas non plus la souveraineté sur les bananes, le café et le chocolat. Ce qui compte, c'est la sécurité énergétique. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors la sécurité énergétique, on s'est aperçu en 74 ou en 73 avec le choc pétrolier que effectivement on n'avait pas beaucoup de sécurité énergétique. On était dépendants, nous, les Américains, d'autres, on était dépendants d'un assez petit nombre de pays producteurs. Il y a des façons de mesurer la sécurité énergétique, entre autres par la diversité des pays qui nous livrent. Et puis en face, si j'ose dire, les pays producteurs, ils peuvent s'associer pour décider ensemble de ne pas nous livrer. C'est ça qui se passe avec ce qui s'est passé avec l'OPEP, etc. Donc
je raconte ça parce que la création de l'AIE, c'est ça, les stocks de produits pétroliers qui font qu'on a 90 jours de produits pétroliers, si on, de toute façon on ne va pas être pris à la gorge, c'est ça. Mais on n'a jamais eu de souveraineté énergétique. Alors on a des ressources auxquelles on est en train de renoncer parce qu'elles sont largement fossiles. Et à part ça, on a des ressources nucléaires. Bon, on n'a plus beaucoup d'uranium chez nous, on peut en importer. Ça, Valérie me confirmera, c'est une petite part dans le coût du nucléaire. Le reste, c'est essentiellement de la technologie, de l'intelligence. Donc, on considère que c'est national ou européen. Et puis, on a des ressources renouvelables qui sont importantes, qui vont du très bon sur la péninsule ibérique pour le solaire, au très bon avec la mer du Nord sur l'éolien offshore, qui est une chose unique dans le monde par son potentiel, et des ressources éoliennes et solaires qui sont assez bonnes en France et dans un certain nombre d'autres pays. En France, on a 3 façades maritimes, on a beaucoup de place pour du solaire. Faut quand même savoir que les Néerlandais, qui sont 5 fois plus nombreux au kilomètre carré que nous, ils ont aussi 5 fois plus de watts installés solaires que nous. Hein. Donc ils ont trouvé la place malgré tout. Et nous, ce qu'il nous faudrait, si on voulait faire des grandes centrales solaires au sol pour répondre aux besoins des scénarios 100% renouvelables de réseau de transport d'électricité, il nous faudrait 100 000 hectares au sol. C'est un dixième des surfaces que nous consacrons à faire des biocarburants, qui nous donnent modestement 7% de nos carburants. Voilà, donc on a des ressources, on a des technologies. On peut les cultiver et on va faire ça. Alors effectivement, là l'Europe joue un rôle à la fois d'impulsion, parce qu'effectivement le mix énergétique est du ressort de chaque pays, mais les politiques d'environnement sont communes. Et dans le débat sur les débats entre Européens pour les préparations des conférences des partis au changement climatique, c'est toujours la question de savoir si on dit c'est une politique énergétique et à ce moment-là il faut l'unanimité, ou c'est une politique. La fiscalité c'est pareil d'ailleurs, donc pour les taxes carbone et tout, il y a toujours ce débat de savoir si c'est une politique d'environnement, auquel cas la majorité qualifiée peut s'appliquer, ou si c'est une politique fiscale ou énergétique, auquel cas il faut l'unanimité. Quand il s'agit de faire les 3 à la fois, on hésite, et selon ce qui arrange les uns ou les autres, on dit « Ah ben non, c'est fiscal, et je m'oppose à... » etc. Bon, bref. Voilà, donc, dès lors qu'on va vers, inévitablement, on y reviendra peut-être après, mais inévitablement vers des systèmes qui vont comporter une grande part d'énergie renouvelable variable, c'est-à-dire d'éolien et de solaire, qui sont les 2 énergies dont les potentiels sont de très loin les plus importants, on va profiter davantage des interconnexions, c'est-à-dire que ça va nous permettre de mutualiser un certain nombre de choses. Et oui, bah c'est ça, c'est très bien. On voit ici que grâce aux interconnexions, on réduit les capacités thermiques qui sont nécessaires pour gérer la variabilité des renouvelables. Pourquoi ? Parce que quand il fait soleil à Kiev, il fait encore nuit à Brest. Parce que les Allemands vont dîner à 18h et les Espagnols à 22h. Donc il y a des différences dans les consommations. Il y a aussi des différences dans les ressources. Et plus on a une zone vaste pour le foisonnement des ressources, et plus on est habile dans la gestion de cette variabilité, que l'on ait ou non un culot nucléaire et complètement dispatchable. Voilà. Donc l'Europe, pour cela, elle va être évidemment très importante. À part ça, j'entends qu'il y a un débat, et je pense que Valérie va enchérir là-dessus. Il y a un débat aujourd'hui sur qui... est-ce qu'on doit reconnaître le nucléaire comme bas carbone, ce qu'il est de toute façon, c'est évident. Mais pourquoi faudrait-il que l'Europe le reconnaisse ? En fait, c'est parce que je pense qu'il y a le désir que l'Europe d'abord valide les aides d'État français au nucléaire, et d'autre part éventuellement mettre des instruments de financement à disposition de la France. Et là, je crois, en ce qui me concerne, et Valérie va dire le contraire dans juste une minute, donc c'est parfait, que l'Europe s'est construite sur la base des consensus. Il y a un consensus en Europe sur les économies d'énergie, il y a un consensus en Europe sur le renouvelable. Il n'y a pas de consensus en Europe sur le nucléaire, et donc les moyens déployés ne peuvent pas être les mêmes, tout simplement parce que seul ce qui fait consensus peut être financé de façon collective.
Merci. Donc oui, la question c'était de savoir est-ce qu'on doit avoir une politique énergétique commune. Alors bon, déjà les pays n'ont pas tous les mêmes ressources en fait, donc ils n'ont pas forcément le même mix énergétique, et ça c'est normal, en particulier sur l'électricité. Il y a des pays comme la Norvège, on disait, la Norvège c'est 100% hydro. Hein. La Suisse, il n'est pas dans la communauté européenne, mais là, il y a des pays qui ont beaucoup d'hydro, et puis il y a des pays qui n'ont très peu d'hydro. Il y a ce magnifique gisement de la mer du Nord d'éolien offshore. Voilà, donc on n'est pas égaux devant nos ressources naturelles pour faire de l'énergie. Et on n'est pas d'accord, voilà, aussi. Ça, c'est un autre point. Ça, tu l'as dit. Donc, pour vous donner une idée, donc évidemment, le dissensus, il est sur l'énergie nucléaire, puisque tous les pays sont pour les renouvelables. L'énergie nucléaire, ça fait 25% de l'électricité européenne. C'est la première source d'électricité européenne. Et la première source d'électricité bas carbone, bien sûr. Donc ça, peu de gens le savent, parce qu'on peut prendre des plans européens comme REPower, récemment Net Zero Industry Act. On peut prendre des documents entiers de la Commission et taper nucléaire et ne pas trouver le nucléaire. Par exemple, dans Net Zero Industry Act, il y a la liste des 10 secteurs stratégiques pour décarboner l'Europe industriellement. Et ben, dans la liste des 10 secteurs, il n'y a pas le nucléaire, alors que le nucléaire fait 1 million d'emplois en Europe, et c'est le premier continent nucléaire du monde. On est plus gros on a 120 unités, on est plus gros que les Américains ou les Chinois. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, il y a 14 pays sur 27 qui entendent construire des nouveaux réacteurs. Et 13 qui s'opposent. Je vous dis ça parce qu'en fait, le club des 14 qui est mené par la France, ils sont pour le nucléaire et pour les renouvelables. Enfin, ils ne s'opposent pas du tout aux renouvelables. Mais l'autre club, qui est le club il s'appelle Renouvelable, en fait, ils sont pour les renouvelables, mais ils sont contre le nucléaire. Alors, ça a des conséquences importantes. Ça a des conséquences importantes, en particulier sur le fait que dans tous ces textes qui sortent actuellement, le nucléaire n'est pas prévu. Alors, je vous donne un truc vraiment emblématique. Par exemple, il y a des batailles épiques sur l'hydrogène, parce que les textes ne reconnaissent que l'hydrogène renouvelable et pas l'hydrogène produit avec du nucléaire. Hein. Alors ça, c'est d'autant plus bête que dans les projections de consommation d'hydrogène européenne, on n'aura pas suffisamment de gisements renouvelables pour produire l'hydrogène dont on a besoin. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on importe la moitié de notre hydrogène d'hors d'Europe. Voilà. Donc c'est aussi un sujet de problème sur souveraineté. Je voudrais dire 2 points en complément de ce qu'a dit Robin qui sont importants. On est évidemment solidaire de nos voisins, heureusement, parce qu'il y a des moments où ça nous sauve. Il faut qu'on définisse notre critère, en fait, de sécurité d'approvisionnement. Dans quelle mesure on compte sur nos voisins pour notre sécurité d'approvisionnement, parce qu'il y a nos voisins qui ont des politiques énergétiques sincèrement pas lisibles. Enfin, le bon exemple pour moi, c'est la Belgique, qui il y a encore 1 an voulait fermer ses réacteurs nucléaires en 2025. C'était quand même 50% de son électricité, et faire des appels d'offres sur des centrales à gaz en pleine crise du gaz, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est des voisins proches. Compter sur eux, enfin, c'est quand même un peu angoissant. Il n'y a pas aujourd'hui de coordination européenne sur les questions de sécurité d'approvisionnement. Il y a des meetings un peu mous, alors qu'il faudrait des stress tests très forts. Et ces politiques ne s'organisent pas. Il y a un autre sujet qui est la partie économique de l'organisation de ce marché. Je pense que tu en as parlé un petit peu. Et je pense que vous le savez, ce marché fonctionne à court terme sur un merit order, des coûts marginaux. Donc c'est le gaz qui donne les prix de marché. Bon, je pense que tout le monde est quand même content, malgré la crise de l'année dernière, sur le fait que le marché fonctionne. En tout cas, il assure une fluidité des échanges à court terme. Mais il n'y a pas de signaux de long terme. Donc depuis 10 ans, il n'y a plus aucun investissement qui se fait dans le marché. Tous les investissements se font avec des aides d'État. Et donc, aujourd'hui, les renouvelables sont bien couverts par les régimes d'aide d'État. Et l'enjeu pour la France, en effet, dans les négociations actuelles de market design, c'est d'avoir le nucléaire aussi couvert automatiquement par les aides d'État. Même s'il ne faut pas se voiler, on aura une discussion très dure avec la direction de la concurrence sur les aides d'État sur le parc nucléaire français. Voilà. J'ai répondu. Oui, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un de vous souhaite réagir, sinon on peut passer à la question suivante.
Donc justement, on parlait tout à l'heure du nucléaire et de la vision de l'Europe sur le nucléaire. Désormais, une question sur la vision française sur le nucléaire. Le 15 avril dernier, l'Allemagne renonçait définitivement à l'utilisation de ses 3 dernières centrales nucléaires. En France, le débat reste entier, comme l'a montré la dernière campagne présidentielle, quant à la construction de nouveaux EPR et à l'extension de la durée de vie des centrales existantes. Pensez-vous que l'objectif actuel français de construire 6 EPR d'ici 2035 est le meilleur moyen d'adresser le problème énergétique français ? Monsieur Philibert, je vous laisse commencer. Merci. Alors, le meilleur moyen, non. Que ça puisse être un moyen qui fait partie d'un ensemble de moyens, peut-être. C'est quand même pas pareil. Oui, j'ai souhaité d'abord vous montrer, parce qu'il y a un truc qu'on répète tout le temps, c'est en Allemagne, là on vient de parler de la fermeture des 3 dernières centrales, parce qu'on ferme le nucléaire, on rouvre des centrales à charbon, on consomme plus de charbon. Alors, c'est vrai en 2022, parce qu'il n'y avait plus assez de gaz et donc il y avait un problème sérieux de ce côté-là. Ça n'est pas complètement vrai sur la longue période. Si je regarde bien de 2000 à 2022, j'ai une baisse du charbon dans la production électrique allemande de 35%. Et en même temps une baisse de 50% du nucléaire. Donc les renouvelables qu'on voit en haut ont remplacé une partie du charbon, une partie du nucléaire. Face à ça, il y a des gens qui disent oui, pour le climat, ils auraient mieux fait de fermer d'abord les centrales à charbon et pas les centrales nucléaires. C'est incontestable. Pour les émissions de CO2, ça aurait été mieux. Voilà. À part ça, c'est leur choix et comme chacun sait, chacun est responsable de son mix énergétique. Après, on peut discuter sur les engagements, sur les émissions. Est-ce qu'on a pris des engagements suffisants qui auraient conduit à d'autres décisions en Allemagne ? C'est libre de discussion. Mais ce que je supporte mal, c'est quand on me dit, finalement, c'est parce que les éoliennes ne marchent que quand il y a du vent et le soleil que la journée, ce qui est vrai, je confirme, c'est absolument vrai. C'est parce qu'il y a cette variabilité des énergies renouvelables qu'on est obligé d'avoir du charbon. Non, on est obligé d'avoir de très modestes productions d'électricité à partir de centrales thermiques dans un scénario 100% nucléaire, simplement pour passer la semaine ou les 2 semaines où il y a peu de vent et peu de soleil. Et quand on regarde ce qu'il faut, c'est très peu d'énergie. C'est 10 à 17 TWh sur 645 dans les plans de RTE en 2050. Donc c'est très peu d'énergie. C'est 2,5% de l'énergie à peu près qu'on consommera. On aura besoin de l'avoir à partir de centrales thermiques, d'ailleurs, dont on peut penser qu'en 2050, on pourra les faire fonctionner à l'hydrogène. Alors effectivement, ce sera de l'hydrogène qu'on aura les moyens par ailleurs de fabriquer à d'autres moments, parce qu'on aura des moments de surplus d'énergie renouvelable. C'est comme ça que ça marche, les renouvelables. Il y a des moments où il y a des surplus, il y a des moments où il y a des déficits. Donc il faut quelque chose qui fasse le lien. Mais ça porte sur des quantités très petites d'énergie. Voilà. Alors, à part ça, si on fait du 6 EPR ou 8 EPR, on a besoin de moins de flexibilité. Et ça joue sur les analyses économiques qui ont été faites par RTE, qui se basent sur des hypothèses que je trouve optimistes dans la réalisation des EPR2. Si ces hypothèses se vérifient, il sera raisonnable d'avoir un peu moins de réseaux, parce que les réseaux il faut un peu plus de réseaux quand on a des énergies variables, parce qu'il faut véhiculer à certains moments beaucoup de kilowattheures et à d'autres moments beaucoup moins. Donc pour la même énergie totale, il faut plus de réseaux. Il faut des flexibilités. Il y en a qui vont venir d'elles-mêmes, si j'ose dire. Les véhicules électriques, c'est beaucoup de batteries qui vont être en fait branchées. Les voitures, elles sont immobiles 23 heures sur 24 en général. Donc elles seront branchées, elles pourront servir, en tout cas pour absorber des surplus, voire éventuellement pour venir épauler à des moments de déficit. Il y a d'autres flexibilités, le stockage thermique dans l'industrie, les steps. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à profit. Il y a des effacements dans l'industrie. Il y a beaucoup de choses qui sont mobilisables. Et on va avoir besoin de tout ça. Alors, si on a des EPR qui marchent et qu'on a gardé, je crois que personne ne discute sur le fait que c'est intelligent de garder les centrales nucléaires qu'on a tant que leur exploitation est sûre. Je crois qu'il n'y a plus personne, sauf peut-être à LFI, mais qui dit, bah oui,
Bah oui, oui. Mais sinon, tout le monde, Jadot disait ça dans sa campagne, donc les ELV, c'est rallié à cette idée. Oui, les centrales nucléaires qu'on a, si on peut les faire fonctionner, tant qu'on peut les faire fonctionner, il faut les garder parce que c'est intelligent le temps que les renouvelables montent en puissance. Les EPR, si on arrive à les construire en temps utile, on le saura en 2040. Et si les hypothèses de prix sont validées, oui, ça vaudra peut-être le coup de les avoir parce que on aura besoin d'un peu moins de flexibilité et d'un peu moins de renouvelables. Et il sera temps à ce moment-là peut-être de ralentir les renouvelables. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que le risque, il est quand même dans le bon achèvement des EPR. Parce que l'expérience qu'on a, c'est que pour l'instant, est-ce qu'on sait faire des EPR ? Je ne sais pas. Ceux de Chine ont pris 5 ans. Celui de France a pris 12 ans et c'est pas fini. Celui de Finlande, ça vient d'être fini, ça a pris 10 ans. Donc on a 10 ans de retard par rapport aux agendas. Donc on me dit ça va arriver en 2035 ou 2037. Oui, peut-être. Et puis si ça n'arrive pas, on fait quoi ? Il sera un peu tard pour développer suffisamment d'énergie renouvelable. Donc je préconise, et je pense que le centre de notre préoccupation aujourd'hui, ça doit être de développer les renouvelables comme dans le scénario M23 de RTE, enfin les scénarios sans nucléaire neuf de RTE. Il y a 3 scénarios sans nucléaire neuf. Il y en a un qui est un peu plus économique que les 2 autres. Quitte ensuite à sortir de ce scénario en 2040 si le nucléaire est effectivement là, à des coûts qui sont effectivement maîtrisés. Parce qu'aujourd'hui, la grosse incertitude, elle est de ce côté-là. Monsieur Girard, vous pensez au contraire qu'il y a un consensus quant à la nécessité de construire ces 6 EPR ? Au contraire, je ne sais pas, parce que finalement, je crois que Cédric a affirmé qu'il était important. Je pense qu'on est tous d'accord ici sur le fait qu'il est important d'engager la construction de ces EPR. Je suis aussi d'accord avec Cédric sur le fait que ces 6 EPR seront en fait une goutte d'eau par rapport à ce dont on a besoin en termes d'électricité bas carbone. Pour vous donner les ordres de grandeur, mais peut-être qu'il faudra me corriger après, je dirais... Ah, ça change tout le temps. Bon, ça va. Alors, je peux dire une erreur, je peux dire quelque chose de faux. Je dirais qu'avec ces 6 EPR, on peut avoir entre 60 et 80 TWh par an. Ou... À peu près. Ah non, la consommation change aussi, mais 60 et 80 TWh par an avec ces 6 EPR, quelque chose comme ça, alors qu'on aura en termes d'électricité une consommation en 2050-2060 qui sera de l'ordre de 700 TWh, peut-être moins, peut-être 600, peut-être 800, mais vous voyez, ces 6 EPR, c'est pas grand-chose en fait par rapport à ce dont on a besoin. Donc si la question était ces 6 EPR sont-ils tout ce qu'il nous faut pour répondre à notre problème, ben non, pas du tout. Mais par contre, il faut les construire, évidemment. Et par rapport aux enjeux qui viennent d'être énoncés, j'aimerais, moi, parler de la problématique du rythme de développement, ce qui rejoint complètement ce que Cédric a dit, parce que ce que je pense, c'est qu'il faut développer au maximum le nucléaire et les renouvelables. Il faut développer les renouvelables comme s'il n'y allait pas y avoir de nucléaire, et presque le nucléaire comme s'il n'y allait pas y avoir... Bon, pas jusque-là non plus, mais disons, lancer massivement le développement du nucléaire. Et la raison à ça, c'est vraiment ce qu'a dit Cédric, c'est que on est vraiment pas sûr du rythme auquel on va être capable de déployer ces énergies. Et donc, ce qui est représenté à gauche, là, c'est issu du rapport de RTE. RTE qui a analysé tout un tas de scénarios et qui a regardé les rythmes de développement qui étaient nécessaires dans des scénarios où il y avait beaucoup de nucléaire, ce qu'ils appellent le N3, à 50% de nucléaire à l'horizon 2060. Et puis ceux où il n'y en avait pas du tout, le M23 dont Cédric a parlé, c'est celui que Cédric aime bien. Et donc moi je vous ai mis les deux extrêmes un peu là. Il y a le 100% renouvelable et puis 50% renouvelable. On les voit là. Et ce que vous avez à gauche, c'est les capacités, les rythmes de développement par an de photovoltaïque, d'éolien onshore et d'éolien offshore. Et vous avez des couleurs. Et puis à droite, vous avez les rythmes qu'on a connus jusqu'à maintenant. Alors, sur le solaire photovoltaïque, on était à 1 gigawatt par an. Sur le scénario nucléaire, il faut doubler, monter à 2 gigawatts par an, donc il faut y aller. Et sur les scénarios M2.3, il faut passer à 4 gigawatts par an. Je pense que c'est faisable, ce qu'a dit Cédric tout à l'heure. On peut accélérer, il y a la place. Sur le photovoltaïque, je pense vraiment qu'on peut y aller. Sur l'éolien onshore, alors Cédric connaît mieux le sujet que moi, il a écrit un livre là-dessus. On est aujourd'hui au bon rythme, vous allez me dire, on est à 1 gigawatt par an et dans le N03, il faut rester à 1 gigawatt par an, ou doubler. Ah, en 2020, pardon, c'est pas les chiffres de 2022. Et donc... on est à 2, et donc si on arrive à faire ce qu'on a fait en 2022 pendant 30 ans, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Hein. Eh bien, à ce moment-là,
tout ira bien. Sur l'éolien offshore, bon, on ne sait pas trop pour l'instant. Donc voilà. En tout cas, il y a un enjeu sur le rythme de développement qui est très fort et c'est pas gagné du côté des renouvelables dans les scénarios, même les scénarios fortement nucléaires. Et sur le renouvelable, sur le nucléaire, pardon, le pari en termes de rythme de développement, il est énorme. Et je pense que Valérie en parlera après. Ce qu'on voit ici, donc c'est les 3 scénarios N1, N2, N3. Et en fait, il y a 4 paris dans le nucléaire sur ces scénarios-là. Si on prend le plus nucléarisé, le 50% nucléaire, c'est un quadruple pari. Le premier, c'est de finir les 6 EPR entre 2035, 2040 et les 14 EPR Oui, mais le premier pari, c'est les 6. Ensuite, les 14 à l'horizon 2050. Mais quand on est en 2050, regardez, on est au milieu du chemin. Et il reste encore c'est le 3e pari. Il y en a 4, donc pour l'instant, j'arrive à 3. Le 3e pari, c'est de réussir à doubler entre 2050 et 2060. Souvent, on s'arrête à 2050, mais ce qu'il faut faire est encore énorme. Et le 4e, c'est quoi? C'est ce dont a parlé Cédric, c'est le prolongement du parc nucléaire actuel. Au-delà de 60 ans en moyenne sur le parc dans le N03. Et tant qu'on peut prolonger, il faut prolonger évidemment, mais aujourd'hui, de savoir si on va pouvoir prolonger et garder les mêmes facteurs de charge qu'on a connus jusqu'à maintenant, c'est pas gagné du tout en fait. Et donc vis-à-vis de toutes ces incertitudes, aujourd'hui, il faut appuyer sur les 2 boutons, les renouvelables et le nucléaire, et arrêter d'opposer les filières. Voilà. C'est à moi. Aujourd'hui, en France, on consomme, modulo ce qu'a dit Cédric tout à l'heure sur le fait que quand on passe des fossiles à l'électricité, le rendement des appareils qui consomment l'énergie finale change. On consomme à peu près 1600 TWh d'énergie finale en France. On produit, avant la corrosion sous contrainte, à peu près 500 TWh d'électricité, c'est les ordres de grandeur. Admettons qu'on passe à 700 et qu'on ne consomme plus du tout d'énergie fossile. Ça veut dire qu'on doit passer de 1600 à 700 TWh d'énergie consommée dans le pays. Donc, est-ce qu'il faut lancer des EPR? Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, que je partage largement. Je pense que, OK, mais le gros du chantier, il n'est pas dans lancer les EPR, ça c'est la partie facile. Il est dans passer de 1600 à 700 TWh d'énergie consommée dans le pays. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile et sur lequel, pour le moment, c'est plutôt un angle mort des politiques d'une façon générale. C'est un angle mort et ça pose 1 milliard de problèmes pratiques. Cédric a dit tout à l'heure quelque chose que je partage complètement. Je ne vois pas une seconde comment est-ce que le transport aérien va pouvoir faire sa part dans une baisse de 5% des émissions planétaires par an, tout en continuant à avoir un trafic qui augmente. Alors du coup, la scolarité à l'X, on encourage ou pas les stages à l'étranger? D'accord? On fait quoi? Bon. Donc voilà un premier problème pratique. On a 10% du PIB en France qui dépend du tourisme. Et en gros, tout serveur de café dans Paris a une partie de ses revenus qui dépend des émissions de Roissy. Alors, on fait quoi? On encourage ces gens-là à devenir plombiers ou on les laisse là? Voilà. Donc, il faut bien voir que, nonobstant tout ce qui vient d'être dit et ce qui va être ajouté par Valérie, qui est beaucoup plus spécialiste que moi pour savoir s'il faut faire... Bon, il y a un truc, juste pour répondre à la question... Je suis tout à fait pour qu'on développe les capacités nucléaires. Je suis le premier à dire que ça suffira pas, loin s'en faut, parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire et je vais revenir là-dessus et insister lourdement là-dessus. Après, savoir si dans le développement des capacités nucléaires, il faut faire des EPR, des EPR2 ou refaire des 900 mégawatts ou faire directement faire tenir les réacteurs aussi longtemps qu'on peut et faire directement de la 4e génération, je sais pas quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat-là est pas extrêmement bien instruit. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on s'ouvre suffisamment les chakras au sein même de la filière nucléaire où est la meilleure option qu'on puisse activer pour essayer d'avoir le plus possible, dans les délais les plus courts possibles, dans un monde où de toute façon il va y avoir des aléas, des imprévus, etc. Parce que d'ici à 2050, des coups du sort, il va y avoir plus d'un. Donc il faut aussi que les plans qu'on fait sur la comète résistent à ce genre de trucs, d'un côté comme de l'autre. Et mais la partie, encore une fois, qui me semble être la partie la plus importante, c'est de savoir comment on organise cette fameuse sobriété ou cette fichue sobriété dont on parle tant et que pour le moment on ne regarde pas du tout sous un angle pratique. Je vais poser une autre question. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, il y a le patron d'Airbus qui est passé à la radio. Dans un monde dans lequel le trafic aérien baisse, qu'est-ce qu'on fait d'Airbus? Qu'est-ce qu'on fait des Toulousains? Qu'est-ce qu'on fait de l'économie toulousaine? Qu'est-ce qu'on fait de Supaéro? Enfin voilà. Donc,
Donc il y a voilà. Donc là, alors que comment est-ce qu'on fait un réacteur nucléaire? On sait faire. Donc on peut s'empailler pour savoir si la SN est un peu trop méchante, pas assez méchante, je sais pas quoi. Bon bref, mais enfin on est en terrain connu. Sur la partie, on baisse très rapidement la consommation d'énergie. On est en terrain totalement, tout en préservant la paix sociale. On est en terrain totalement inconnu. Totalement inconnu. Voilà, donc est-ce qu'il faut faire 6 EPR? Oui, très bien. Du reste, à mon avis, on n'en fait pas 6, on en fait 0 ou 50. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on lance une filière, on ne va pas dire aux gens de la filière, ah bah attendez, on vous commande un bout. Donc installez donc une échoppe pour vendre des glaces là l'été, et puis jusqu'au 15 juillet, on vous dit qu'on vous achète des glaces, puis après on vous dit rien. Bon, y a un certain nombre de gens qui vont dire, bon attendez, je vais quand même regarder à 2 fois avant d'y aller. Donc est-ce qu'on relance la filière? C'est un débat, mais j'insiste, quelque part, c'est un débat facile par rapport au débat beaucoup plus difficile qui est, sachant que les 6 ou 12 ou 30, peu importe, EPR, vont de toute façon, dans un monde qui doit se décarboner, pas faire la totalité du job, ni avec les renouvelables non plus, très loin s'en faut. Qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser rapidement? Oui, c'est mon postulat. C'est mon postulat parce que quand on regarde la facilité d'emploi des combustibles fossiles, par exemple, dans la production industrielle, le fait de tout électrifier, tout hydrogéner, etc., quand on regarde les rythmes de changement la vitesse à laquelle ça doit aller, on se rend compte qu'on est face à quelque chose qui a très peu de chances de se réaliser. Donc il va y avoir une baisse des flux physiques à organiser. Et je pense que ça, c'est un chantier sur lequel, pour le moment, il n'y a pas assez de cervelle et de matière grise investie. Et c'est pas du tout antinomique avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je dis juste que c'est un autre pan qui me paraît aujourd'hui être très mal adressé. Merci. Je voudrais juste compléter ce que tu as dit, Cédric, sur l'Allemagne. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si l'Allemagne n'était pas sortie du nucléaire, elle aurait pu sortir du lignite. Le lignite, c'est ces gigantesques mines que vous voyez dans l'est de l'Allemagne. Et il faut savoir aussi que l'électricité au lignite, c'est 1000 grammes de CO2 au kilowattheure. Au nucléaire, c'est 10 grammes. Quoi. Voilà, donc on est sur un facteur 100. Voilà. La fermeture des 3 réacteurs du 15 avril, c'est 30 millions de tonnes de CO2 par an, toutes choses égales par ailleurs, supplémentaires. Mais c'est aussi des décès, puisque le lignite est extrêmement polluant. Et vous avez moult études sur les décès liés au charbon en Allemagne, y compris sur les pays voisins. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment très grave, d'autant plus que l'opinion allemande avait bougé et que donc on avait, sur les derniers mois, 70% des Allemands qui voulaient prolonger ces centrales. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour l'Allemagne. Oui, ce que je voulais dire, donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que le plan français, tel qu'il est articulé aujourd'hui, il est articulé sur la sobriété, le nucléaire et les renouvelables, avec des objectifs ambitieux sur les 3, en se disant, oh mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver? Et donc, on lance tout en même temps, en se disant, si quelqu'un n'est pas là. D'ailleurs, les prochains scénarios qui sont préparés, là, qui vont arriver cet été, qui sont des scénarios 2035, qui sont construits comme ça. En disant, si tout va bien en 2035, quelles sont les trajectoires? Et si quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour y arriver. Et c'est comme ça que maintenant, en général, on travaille. Chacun doit faire son truc et puis qu'est-ce qui se passe s'il n'y arrive pas. Donc pourquoi les 6 EPR? Alors c'est assez simple. Alors je pense que ça a été dit. Notre parc, il y a 56 unités. À partir de 2040, ils vont commencer à disparaître très rapidement. Pourquoi? C'est parce qu'on les a construits extrêmement vite. C'est difficile à croire aujourd'hui quand on voit ce qu'on est capable de faire, mais il y a eu des années, début des années 80, les fameuses années de découplage dont je vous parlais, où on a mis jusqu'à 6, 7 réacteurs nucléaires en ligne en un an. Voilà. Donc on a été, c'est triste à dire, mais une très grande nation industrielle. On n'est plus capable de faire ça aujourd'hui. Alors donc, au niveau sécurité d'approvisionnement, quand tout le monde va atteindre les 60 ans, pour l'instant, on fait des très très gros travaux qui se contribuent à la baisse de disponibilité. On fait des travaux énormes. On fait le passage des 40 ans sur des réacteurs. On met 1 milliard d'euros, c'est le plus gros investissement du monde par réacteur, pour faire ce passage à 40 ans. On les renforce dans les systèmes de sûreté. Donc on est assez confiant avec les investissements qu'on fait qu'on va passer les 50 ans. Par contre, 60 ans, c'est une sorte de barrière psychologique très importante. Alors,
on est quand même, on a un peu d'espoir d'en passer un certain nombre au-delà de 60 parce que les Américains commencent, et c'est les mêmes, notre parc c'est la technologie américaine, commence à aller à 80 ans. Il y a au moins 5 réacteurs qui ont été autorisés à aller à 80 ans. Donc ça va être une vraie discussion avec les autorités de sûreté, des démonstrations qu'on peut faire sur les réacteurs, etc. Mais bon, il faut commencer à renouveler ce parc parce qu'il ne va pas être éternel. Donc les 6 réacteurs, c'est quoi ? C'est le nombre des réacteurs minimum pour se remettre en capacité industrielle de construire comme on a pu construire avant. Donc c'est 3 paires. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand on fait 2 réacteurs sur un même site, on économise 15% des coûts. En fait, le deuxième va beaucoup plus vite que le premier. Actuellement, sur le chantier anglais, le deuxième sur le même site va 30% plus vite que le premier. C'est les mêmes équipes qui ont fait le premier qui font le deuxième. Et au bout de 6, on sait qu'on arrive à 30-40% de baisse de coûts. Voilà. Et ça remet en route l'ensemble de la filière industrielle. La semaine dernière, on a publié qu'on doit embaucher 100 000 personnes dans les 10 ans. Voilà, donc la filière va passer de 220 000 à 100 000 de plus. Enfin, pas exactement parce qu'il y a du renouvellement, mais voilà. Donc ça remet la filière industrielle nucléaire, qui est la 3e filière industrielle, en capacité industrielle de construire. Et ça draine énormément de métiers derrière, parce que je pense que vous avez dû voir ça dans la presse. On n'a plus de soudeurs, on n'a plus de chaudronniers. Enfin voilà, on a des déficits très importants. En France, c'est vraiment des industrialisés, des métiers. On a fait l'inventaire des métiers qui nous manquaient. Il y a des métiers, par exemple, où les Italiens ont ces métiers, nous, on les a plus. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu qui doit tirer l'ensemble aussi des programmes de réindustrialisation français autour de ce programme. Donc l'idée, c'est de se remettre en capacité à construire. C'est pour ça qu'on peut baisser les coûts. Mais il y a d'autres facteurs. Donc ce parc nucléaire, il joue un rôle assez critique. On est vraiment au milieu de l'Europe. On exporte normalement 10% de notre production. Ce parc nucléaire, il est pilotable, donc il fonctionne 24 heures sur 24. Donc il équilibre l'ensemble des réseaux voisins. Il est vraiment important. Donc, on sait, alors, tu ne vas pas être d'accord avec moi, on sait qu'on a besoin, même si on développe énormément les renouvelables variables, d'avoir un socle pilotable et que ça a un effet de sécurité d'approvisionnement et ça a un effet de baisse des coûts système. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, non seulement on regarde le coût de production de chaque élément du mix, mais on regarde le coût système. Et sur les renouvelables variables, on a des augmentations de coût-système, Cédric l'a dit, sur le fait qu'on doit renforcer les réseaux, qu'on doit renforcer les moyens de flexibilité, de stockage, flexibilité de la demande, et que ces coûts, finalement, font qu'un système avec un socle nucléaire, en tout cas c'est la conclusion des scénarios de RTE, est moins cher qu'un système où il n'y a pas ce socle pilotable. Voilà. Donc il y a à la fois un facteur de limiter les risques, de ne pas mettre tous nos œufs dans les mêmes papiers, et puis un facteur aussi de coûts et de sécurité d'approvisionnement. Voilà. Alors maintenant, combien on en fera on verra. Le point qui est extrêmement important, on a parlé tout à l'heure qu'il y a 14 pays qui veulent de nouveau construire des réacteurs en Europe. La France est le seul pays en Europe à avoir la chaîne industrielle pour le faire. Donc ça veut dire qu'on porte, nous, la souveraineté industrielle du nucléaire en Europe. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Pas seulement parce que c'est évident que la Pologne, par exemple, ils ont choisi les Américains, mais les Américains sont venus nous voir parce qu'eux n'ont pas de chaîne industrielle en Europe pour construire ces réacteurs. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est extrêmement précieux. C'est vraiment une souveraineté industrielle, le fait de pouvoir construire nos propres installations. Et voilà, et c'est vraiment une... Vous comprenez que je suis assez enthousiaste sur ce sujet. Je voudrais juste, puisque j'ai le micro et que ne peux pas me le voler, rajouter quelque chose. On a énormément parlé d'électrification. Certains d'entre vous savent, parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça. Il y a actuellement un programme qui s'appelle France 2030, avec un appel à projets sur des réacteurs innovants. Je pense qu'il y a en particulier un très jeune camarade qui a créé sa start-up là-dessus. Il y a 17 startups qui se sont créées. C'est absolument hallucinant. En un an, c'est complètement fou. Tous les jours, on en découvre. Et parmi ces startups, il y en a beaucoup qui travaillent sur la chaleur industrielle pour décarboner un certain nombre de process industriels avec de la chaleur à très haute température sur lesquels il n'y a quasiment pas d'autres options, en fait. Enfin, très peu. Voilà, il va pas être content. Voilà. Et voilà, donc il y en a plusieurs, il y en a bien au moins une dizaine
sur la chaleur haute température. Et il y a déjà des clients. C'est-à-dire qu'il y a déjà des industriels qui disent « Moi, ça m'intéresse parce que je ne veux plus dépendre du gaz dont les prix sont aléatoires. » Voilà. Monsieur Philibert, je vous laisse réagir assez rapidement pour qu'on passe aux questions de l'audience. Oui. Alors, non, juste un mot, parce que je pensais me taire, parce qu'effectivement, je pourrais trouver des petites choses à polémiquer avec chacun de vous, mais c'est pas la peine. Mais chaleur haute température, là, ça me touche, parce que justement, il y a un procédé qui dérive d'ailleurs du solaire thermodynamique, qui est commercial depuis le 6 mars. La première installation est en service depuis le 6 mars, qui transforme de l'électricité variable. En l'occurrence, c'est en Californie, donc c'est essentiellement du solaire. Donc ça transforme 5-6 heures d'ensoleillement, d'énergie solaire électrique, en chaleur haute température à plus de 1000 degrés pendant 24 heures. Alors, pas sur les mêmes puissances, évidemment, hein, mais voilà. Comment ça marche ? C'est des radiateurs électriques qui chauffent des empilements de briques réfractaires, et puis on fait circuler de l'air et on sort et on extrait de la chaleur. Donc, c'est une des solutions. Moi, je vois aussi beaucoup de start-up sortir aujourd'hui qui vont apprendre à utiliser des énergies parfois variables pour faire des processus continus. Trimet, c'est pas une start-up. Trimet, l'aluminium en Allemagne, ça fait déjà 5 ans qu'ils ont équipé leur fonderie d'aluminium. Vous savez, les fonderies d'aluminium, faut que ça soit tout le temps à 950 degrés. Hein. Si ça baisse en dessous de 900, le pot est détruit. Si ça monte au-dessus de 1000, le pot est détruit. Donc c'est des gros consommateurs d'électricité, très gros consommateurs d'électricité. Et il faut que cette électricité soit absolument continue. Alors, ils nous vendent en France des possibilités d'effacement, genre une demi-heure. C'est le maximum qu'ils peuvent faire. En Allemagne, ils peuvent faire 48 heures à plus 30% ou moins 30%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis du management de la chaleur. Donc, pour absorber plus d'électricité, ils refroidissent leur truc. Et pour marcher avec moins d'électricité, au contraire, ils bougent toutes les sorties et c'est bien isolé. Et voilà. Donc, il y a de la flexibilité partout, y compris dans la chaleur haute température. Il y a plein d'options. Il y a une option très belle que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est pour craquer les hydrocarbures. C'est un très gros poste de consommation d'hydrocarbures, justement, dans la chimie. La chimie est un très gros consommateur d'énergie haute température. Et c'est un système qui fait appel aux ondes de choc. C'est un moteur électrique. Ça fait tourner les hydrocarbures d'une façon qui les accélère et les ralentit en extrêmement peu de temps. Et en moins d'une seconde, on est à 1500 degrés. Voilà, il y a des choses comme ça qui sortent tous les jours. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder. Merci beaucoup. On va passer sur la séance de questions-réponses. Donc on va circuler dans la salle avec des micros. Je vais juste vous demander de bien poser vos questions dans les micros pour qu'elles soient audibles dans la retranscription. Et donc levez la main si vous avez une question. Vous m'entendez ? Ok. Alors merci beaucoup déjà pour votre table ronde. Donc ma question est la suivante. On se dirige vers une société qui va se passer de manière voulue ou non d'une énergie peu chère et facile d'accès qui est le pétrole ou le gaz. Comme l'a dit notre chef d'État, l'ère de l'abondance est terminée. Il va falloir serrer la ceinture très fort. Et on sait d'expérience que quand on serre la ceinture fort, ça fait mal, mais pas de manière égale dans la population. Ma question est la suivante. Comment organiser la répartition des ressources pour permettre à l'ensemble de la population de passer le cap dignement ? Moi, je veux bien me lancer. Et d'abord, je vais commencer par... Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par discuter les prémices. On a un problème de transition, c'est évident. On a aujourd'hui des énergies qui sont devenues très chères en Europe l'an dernier, etc. À plus long terme, je pense qu'on a beaucoup d'énergie bon marché. Le prix du solaire a été divisé par 10 en 10 ans, ça continue à baisser, ou en tout cas, malgré l'inflation, c'est à peu près stable en ce moment. Le prix de l'éolien a beaucoup baissé, surtout sur le maritime. Hein. On a commencé à négocier les premiers... mégawattheure à 260 € il y a 10 ans. On est passé à 45 là sur le dernier appel d'offres.
L'éolien terrestre, là, ça remonte un peu l'inflation sur les matières premières et sur ça va faire plaisir à Jean-Marc. Et sur les taux d'intérêt, ça fait que le kilowattheure, le mégawattheure éolien a un peu remonté à 70-75 euros alors qu'il était à 60-65. Bon, mais à terme, ces potentiels sont illimités à l'échelle de nos besoins et je pense qu'on aura donc énormément d'énergie bon marché par ça. Et de ce fait, la demande adressée aux énergies fossiles, elle va s'écrouler, du moins c'est ce qu'on espère. Bien avant qu'on rencontre un pic géologique de pétrole, on va avoir un pic de demande. Et il est annoncé maintenant pour la décennie dans laquelle on est. Peut-être le charbon, c'est peut-être déjà en 2023, sinon c'est en 2025 selon l'AIE. Le pétrole, ça suit derrière et le gaz aussi, d'ici 2030. Donc, la demande adressée à ces énergies va fortement baisser. C'est du moins l'espoir qu'on a parce que c'est la condition de lutter contre le changement climatique. Et donc leur prix va aussi baisser à terme. Et donc on va se retrouver... C'est d'ailleurs une des difficultés. Pendant des années, j'ai entendu les gens dire oui, les renouvelables, ça baisse, et puis les fossiles, ça monte, et donc tôt ou tard, ça va se croiser. Mais non, parce que quand les renouvelables baissent, mais qui se répandent partout, eh ben, la demande adressée aux fossiles baisse et le prix des fossiles va finir par baisser. Car le problème, c'est qu'on en a trop et non pas assez. Cela dit, on est dans une transition et dans cette transition, c'est tout à fait différent. C'est affaire de... Alors, idéalement, il faudrait que ça dure 25 ans, mais on sait que ça va plutôt durer 50 ans. Et dans cette transition, oui, on a des moments où on a des coûts élevés et je pense que on ne peut pas y arriver dans une société ou des sociétés aussi inégalitaires que les nôtres. Ça, je crois que c'est pas possible. On a vu, quand on a essayé de mettre une taxe sur le carbone, on a eu les gilets jaunes. Voilà, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Une des rares difficultés réelles pour installer des renouvelables, c'est le fait que le paysan chez qui ça ne va pas aller, il va être jaloux de paysans chez qui ça va et il va dire moi je suis contre parce que c'est celui d'à côté qui va toucher le loyer. C'est une difficulté. Voilà. Et dans une société où chacun est un peu à cran sur ce qu'il a, sur les services publics dont il peut disposer, etc., ça fait beaucoup de difficultés. Et je pense que la transition énergétique est difficile dans une société très inégalitaire, sachant qu'en plus, il va aussi, bien sûr, falloir s'occuper de l'avenir des ingénieurs en aéronautique ou des ouvriers, des garagistes qui réparent les voitures thermiques et qui ne savent pas forcément réparer une voiture électrique. Donc il y a beaucoup d'enjeux de cet ordre-là aussi. Alors je sais que l'Union a créé des fonds spéciaux pour gérer, par exemple, la baisse des emplois dans les mines de charbon. En Europe de l'Est, en Grèce, etc. Mais c'est sûrement un sujet sur lequel il y aura énormément à faire dans votre carrière, messieurs, dames. Alors moi, je ne vais pas trop discuter les prémices, parce que certes, de l'énergie renouvelable, il y en a beaucoup, mais pour la collecter, enfin en tout cas le soleil et le vent, c'est des énergies diffuses et il faut beaucoup de collecteurs. Et beaucoup de collecteurs, ça veut dire beaucoup de matériaux. La raison pour laquelle, historiquement, on a quitté les énergies renouvelables pour aller vers les énergies fossiles, parce que c'est quand même ça qu'on a fait il y a 2 siècles, c'est parce que les énergies fossiles permettent d'extraire plus vite de l'énergie de l'environnement avec moins de travail et moins de matériaux. Donc le chemin inverse, le rayonnement à 3 Kelvin de l'univers, il y a aussi une quantité d'énergie illimitée, on n'en fera jamais rien. Donc il y a une façon... il n'y a pas juste la quantité, il y a également la facilité à y accéder et la facilité à faire un système complet, dont on a parlé avant, complet, concentré, pilotable, parce que l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, elle est concentrée, elle permet d'obtenir des grandes puissances, etc. Pilotable. Pour vous donner deux exemples, donc des limites, en fait, sur une planète qui fait 13 000 km de diamètre, vous allez en avoir de toutes sortes. Il y a des limites d'espace, il y a des limites de métaux, il y a des limites de ressources, de ceci, de cela, etc. Juste pour vous donner un exemple, dans les scénarios de décarbonation rapide de l'AIE, la demande en nickel
elle est multipliée par 20 d'ici à 2040. Bon, alors que la demande en lithium soit multipliée par 40 d'ici à 2040, ça ne me fait pas trop peur, parce que quand vous partez de zéro, en fait, vous pouvez avoir des taux de croissance extrêmement forts. Mais le nickel, on ne part pas du tout de zéro. C'est un métal qui est mature, ça fait longtemps qu'on en exploite, il y en a plein dans l'acier inoxydable, etc. Donc, bon, est-ce qu'on va multiplier les mines de nickel par 20 d'ici à 2040 je ne suis pas sûr de parier toutes mes économies là-dessus. Donc des limites, il va y en avoir. Et exactement comme on a dit tout à l'heure, la précaution, c'est de tout développer comme si on n'avait pas la marge de manœuvre d'à côté, ce qui me paraît pas être une manière idiote de faire. Ça. Je pense que en ce qui concerne la partie consommation, et j'ai insisté là-dessus, il faut aussi qu'on ait quelque chose qui résiste au fait que les plans ne se déroulent pas exactement comme prévu sur les énergies décarbonées, parce que c'est évident qu'il va y avoir des surprises. Aujourd'hui, par exemple, 90 ou 95% de la production de panneaux solaires, c'est à peu près ça, est faite en Chine. S'il prend l'idée aux Chinois de dire tout d'un coup les Européens on vous aime plus, on va se mettre d'accord avec Poutine, on va lui vendre tous nos panneaux et puis il nous vendra tout son gaz, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est pour... Enfin, vous voyez, donc aujourd'hui, des accidents de parcours, on peut en avoir plein. Et la baisse de coûts, pour moi, elle résulte essentiellement du fait qu'on a appliqué la productivité de l'industrie fossile, notamment aux éoliennes et aux panneaux solaires. Mais le jour où il n'y a plus les fossiles sous-jacents, est-ce qu'on garde cette facilité à faire ? Pour le moment, la démonstration n'est pas faite. C'est pas sûr qu'on y arrive si facilement. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on organise la répartition de l'effort ? Parce que c'est ça la question. Alors vous avez deux grandes familles, deux et deux seulement. Vous pouvez réguler par les prix, vous pouvez réguler par les quantités. La régulation par les prix, c'est la taxe carbone. Cédric, dans son jeune temps, il aimait beaucoup la taxe carbone, moi aussi du reste. Je pense qu'on est tous les deux un peu revenus, au sens où, enfin en tout cas, moi j'aime bien toujours la taxe carbone, mais je lui vois des champs d'application plus restreints que l'idée que je m'en faisais il y a 15 ans. Il y a toujours plein de domaines dans lesquels ça peut être très utile, et en particulier dans des domaines industriels. Parce que si vous montez le prix du carbone pour un industriel, il embauche une armée de consultants issus de cet amphi avec leur tableur Excel et il dit à 152,3 € la tonne de CO2, je passe de tel procédé à tel procédé et le particulier est infoutu d'embaucher une armée de consultants pour savoir quoi faire. Donc la taxe carbone pour le particulier, elle doit évoluer lentement pour lui laisser le temps de faire essai-erreur sans que ce soit trop douloureux. Parce qu'il n'embauche pas une armée de consultants pour faire tout de suite le premier truc, le truc qui va bien. Donc vous avez par les prix et puis vous avez par les quantités. Alors par les quantités, c'est j'interdis, enfin ou j'interdis les voitures thermiques à partir de 2035. J'interdis les chaudières à fioul dans les bâtiments neufs. J'interdis le remplacement des chaudières à fioul, etc. Personnellement, plus le temps passe et plus je suis devenu partisan de réguler plutôt par les quantités, parce que c'est un instrument qui est beaucoup plus égalitaire que la régulation par les prix. Alors je me suis fait allumer par un certain nombre de gens, dont le patron d'Airbus, pas plus tard que ce matin à la radio, parce que j'avais proposé par exemple que pour le transport aérien, on fasse un quota de vol accessible aux gens dans leur vie, qu'ils soient polytechniciens ou enfants d'immigrés au chômage. Voilà, ils ont droit à quelques vols dans leur vie. Et on répartit par les quantités plutôt que par les prix. Mais c'est une affaire, à un moment, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité scientifique là-dedans. C'est une affaire de valeur, c'est une affaire de choix personnel, c'est une affaire de... etc. Mais en gros, vous avez que ces deux manières-là. La France est quand même un pays qui est très attaché à l'égalitarisme quand même, globalement. Et donc, mon sentiment, c'est que la régulation par les quantités passe plutôt globalement mieux que la régulation par les prix. Riche ou pauvre, c'est interdit de fumer dans cet amphi. Vous n'avez pas une taxe cigarette et puis vous avez le droit, tu payes 50 balles et tu as le droit de fumer une cigarette, 100 balles, t'en fumes deux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, l'achat du paquet de cigarettes, lui, il subit une régulation par les prix. Vous voyez, donc, mais globalement, je pense que la régulation par les quantités est quelque chose qui est plus adapté à la culture de notre pays. Il y a probablement d'autres pays où je vous dirais l'inverse. Mais en France, je pense que ça marche plutôt mieux comme ça. Pour essayer de répondre au plus de questions possibles, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc s'il y a uniquement deux personnes qui pourraient répondre à chaque question, je pense que ça permettrait d'adresser plus de... Allez-y, okay. Allez-y. À partir de la prochaine, on va faire comme ça. Non. Bon, juste pour compléter un tout petit peu, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Cédric sur
le prix futur de l'électricité. RTE a fait des évaluations. Alors c'est sûr que il y a des incertitudes, notamment peut-être par le coût des matériaux, c'est peut-être pas la partie la plus importante pour l'électricité, mais on a un coût de l'électricité évalué à plus 15% par rapport à aujourd'hui, je sais plus, 100 euros, 110 euros du mégawattheure. Si vous faites le calcul avec le rendement du véhicule électrique, aujourd'hui ce qui pèse sur le véhicule électrique, c'est le coût de la batterie. Les coûts de la batterie sont en train aussi de baisser. Après, c'est très difficile de faire des estimations à long terme, mais assez rapidement, on parle bien d'un coût du transport, par exemple, qui devrait pas. C'est pas une explosion en passant du véhicule thermique au véhicule électrique. Mais après, qui peut dire quels seront les coûts de ces différentes choses en 2050 ? Bon. Après, pour ce qui concerne je pense que la vraie difficulté, c'est ce dont a parlé Cédric, c'est la transition et l'impact des inégalités. On peut mélanger évidemment une incitation par les prix ou par les quantités. De fait, par les quantités, ça pose aussi parfois problème. Prenez aujourd'hui les incitations sur les rénovations de logements. Vous avez une maison qui est classée F, interdiction à la location. Alors, si vous êtes propriétaire, c'est sûr. Mais si vous êtes dans un logement qui est F, aujourd'hui, c'est vous qui subissez ça. Et il y a beau y avoir une interdiction, vous pouvez rien faire parce que vous n'avez pas les moyens de rénover. Et si vous faites une incitation par les prix, le problème est le même parce que vous augmentez la facture et c'est les mêmes qui trinquent. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème fondamental qui se règle en effet par des instruments, par les prix, par les quantités, mais aussi par une réduction des inégalités. Et sans ça, on aura du mal à avancer dans la transition. Vous nous avez beaucoup parlé ce soir vous avez posé le problème essentiellement d'un point de vue technique et j'ai l'impression que vous avez abordé les choses d'un point de vue d'ingénieur et proposé surtout des solutions d'ingénieur à travers des scénarios. Mais j'ai l'impression que si le problème était purement un problème d'ingénieur, ça fait 20 ans qu'il aurait déjà été réglé et on ne serait pas là pour en parler ce soir. Donc j'ai plutôt l'impression que le cœur de la difficulté se situe dans des choses socio-économiques. Pour préciser ce que je veux dire, vous avez beaucoup parlé de production, du fait de réduire la production ou bien de la décarboner, peut-être les deux. Mais moi, je sais pas, quand on me parle de production, je suis très classique. Je pense au fait qu'il y a des gens qui possèdent les moyens de production et qui, de ce fait, décident de la production. Qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, en quelle quantité, de quelle façon. Donc il y a ces gens, une classe socio-économique qui possède des moyens de production, qu'on appelle la bourgeoisie. Je voulais savoir ce que ces réflexions vous inspiraient. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ? Et puisque vous n'en parlez pas, est-ce que c'est des choses qui vous semblent pertinentes ou pas ? Et sinon, pourquoi ? Et si oui, pourquoi vous n'en parlez pas ? Bon. C'est moi qui ai le micro, alors c'est moi qui commence sur cette question terrain glissant. Moi aussi, je vais revenir sur les prémices. Ça, c'est une manière de gagner du temps, non ? Mais bon, je pense que le travail d'ingénieur, même si on sait le faire, peut prendre beaucoup de temps. Les centrales nucléaires, par exemple, il faut former des gens. Il faut monter une filière industrielle. Ça se fait pas en un claquement de doigts juste parce qu'on a écrit les choses sur le papier. Ça prend énormément de temps. Ensuite, sur la transition d'une manière générale, quel que soit le système politique, il faut une adhésion. Une adhésion et une manière d'avancer ensemble. Alors, par les quantités, par les prix, on peut discuter, un mélange des deux. Mais ce qui demande du temps, c'est aussi l'adhésion. Et la transformation de la vision. En ce sens-là, c'est important qu'il y ait aussi des associations comme le Shift Project ou d'autres qui mobilisent les jeunes, les populations, pas seulement ingénieurs, pour qu'ensuite ces personnes qui vont voter, aient conscience des problèmes et votent pour les bonnes personnes vis-à-vis de l'action, mais pas forcément vis-à-vis de la manière. Je veux pas prendre position
opposition par rapport à un système politique particulier qui faciliterait une transition. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit si simple que ça. Et quand on est dans un système, on a toujours l'impression qu'en faisant complètement autrement, tout à coup, ce serait magique. Mais les problèmes de coordination de population, je pense qu'à Polytechnique, vous êtes assez intelligent pour comprendre que c'est complexe. Et donc, dans une telle transition, comment avancer le plus vite possible? Il faut réussir à accepter qu'on n'est pas tous toujours d'accord, mais avancer quand même. Bon, on n'a pas parlé de ça beaucoup, mais bon, je pense que c'est un sujet important, en effet. Oui, moi, je voulais vraiment dire que pour moi, il y a vraiment une différence entre les experts et puis la politique. C'est vraiment important. Nous, on fait partie de... je ne vais pas embringuer tous mes voisins avec moi, mais on fait partie de la technocratie. On prépare les scénarios, on prépare les décisions, mais les décisions, elles sont avant tout politiques. Et d'ailleurs, tu le vois bien, depuis 10 ans, il y a eu des changements politiques assez importants. Il y a 1 an d'intervalle, on mettait un décret comme quoi on fermait 13 réacteurs, et puis 1 an après, on disait que finalement, on allait tous les garder. Donc, c'est quand même des décisions politiques. Votre rôle, notre rôle en tant qu'ingénieur, c'est de préparer ces décisions, d'essayer de conseiller le politique, et aussi de trouver des solutions, parce que on a parlé de beaucoup de solutions, mais il faut quand même dire qu'il y a énormément de solutions qui n'existent pas, où on en parle, mais en fait, elles ne sont pas encore industrialisées, etc. Et c'est aussi votre rôle. J'espère que beaucoup d'entre vous iront développer ces solutions. Pour moi, la partie, mais je passais peut-être la parole à à mes collègues, parce qu'ils sont quand même plus experts sur le sujet. Les discussions sur ce que les Français sont prêts à faire, elles sont extrêmement complexes, extrêmement compliqué. Un des trucs que vous pouvez regarder, c'est qu'il y a eu une concertation sur la politique énergétique qui vient de se terminer. Il y a 1 mois, il y avait un forum des jeunesses sur lesquels il y avait des jeunes. Il y avait 400 jeunes qui ont dit ce qu'ils étaient prêts à faire, pas prêts à faire, les questions qui sont posées. Moi, le débat, vraiment, il commence. Mais pour moi, c'est vraiment 2 choses qui doivent rester séparées, en fait, entre le travail des ingénieurs qui proposent, qui conseillent, et puis les décisions qui sont politiques. Voilà, c'est vraiment important. Je dis ça parce qu'on en vient de ce schéma-là, et il ne faut pas qu'on y retourne. Voilà, il faut vraiment qu'on reste dans la politique. Est-ce que j'ai mal compris, ou est-ce qu'il y avait une partie de la question qui portait sur, entre guillemets, la confiscation du pouvoir par les puissants ? D'accord, on est dans un temps limité, donc oui ou non, c'est plutôt oui. D'accord. Alors, il y a effectivement, je ne sais pas si je dois dire une confiscation du pouvoir par les puissants, mais une influence extrêmement forte des puissants dans la conduite du pouvoir. En pratique, il y a plein d'endroits où le monde politique et les décideurs économiques ou les gens qui ont du pouvoir dans les rouages se fréquentent, parlent ensemble, etc. C'est des milieux, c'est assez perméable, tout ça. Et il faut savoir que quand on est riche et puissant, on se sent immunisé contre les malheurs du monde, à juste titre du reste, parce qu'on est riche et puissant. Donc voilà. Et donc c'est des gens qui sont globalement plus inertes, ou en tout cas, ils sont pas très désireux qu'on change. C'est absolument évident. Quand vous êtes assis sur la rente, vous n'avez pas envie de vous en passer en général. Donc là, il y a effectivement un vrai sujet de savoir comment est-ce qu'on arrive à mettre des coins dans un système dont la dynamique ou le fonctionnement intrinsèque est d'aller plutôt vers une absence de changement que vers un changement. Alors là-dedans, les ingénieurs, ils arrivent facilement à trouver leur place quand il s'agit de faire la même chose différemment. Je vais préciser ce que je veux dire par là. Donc on fait la même électricité qu'avant, mais on la fait différemment. Voilà. Alors ça, c'est un boulot d'ingénieur. On avait des centrales à charbon, on va avoir des centrales nucléaires, on va avoir des éoliennes. Ça, c'est parfait, c'est un boulot d'ingénieur. Là où le boulot n'est pas un boulot d'ingénieur, c'est si avoir moins d'énergie, ça veut dire moins de gens en ville, comment est-ce qu'on s'organise ? Et alors ça, c'est pas du tout un boulot d'ingénieur, ou plus exactement, c'est un boulot dans lequel il y a encore une part pour les ingénieurs, parce qu'il est question d'infrastructure, il est question de je sais pas quoi, mais c'est pas que un boulot d'ingénieur. Il y a un sujet de comment est-ce qu'on gère les sujets de statut. Comment est-ce qu'on fait que faire du vélo, ça devienne mieux considéré sur le plan du statut que d'avoir une Porsche ? Bon, ça, c'est pas du tout un truc d'ingénieur. Bon. Donc, il y a une...
les gens qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, c'est les gens qui sont puissants, c'est des gens qui vendent des trucs qui coûtent cher et donc qui consomment beaucoup de ressources globalement. Les sacs à main de M. Bernard Arnault ou de M. Hermès coûtent un peu plus cher, mais globalement quand même. Donc la part de l'ingénieur là-dedans, elle ne doit pas être, et elle ne sera jamais, de décider de tout pour le bien de la population, et elle ne doit surtout pas l'être. Mais par contre, il est absolument évident que ce n'est pas un problème d'ingénieur de savoir comment est-ce qu'on fait remonter des préoccupations de la collectivité pour détricoter pour partie un système de rentier qui n'a pas envie que les choses... Et alors là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes en vous disant ça, parce que si vous lisez ou relisez Machiavel, il vous disait exactement la même chose. Donc, à partir de la prochaine question, si uniquement deux d'entre vous pouvaient répondre, ça permettrait de répondre. Si les gens posaient des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non, on ira plus vite. Hein. Merci déjà pour cette table ronde. Et moi, j'avais une petite question pour rebondir sur la question 3 qui a été abordée par Monsieur Philibert. Vous aviez dit qu'un des problèmes majeurs actuellement du renouvelable, c'était le stockage, c'est-à-dire que quand il y a du soleil, c'est bien, quand il y a du vent, c'est bien, mais quand il n'y en a pas, ça devient compliqué. Que pensez-vous dans ce cas-là du stockage avec l'hydrogène vert ? Alors, oui, mais ça viendra à la fin du processus. Je m'explique. Il y a bien d'autres moyens. D'abord, si vous faites le bon mix éolien et solaire, vous avez déjà fait la moitié du chemin, pratiquement, parce que vous avez de l'éolien plutôt l'hiver et plutôt la nuit, et puis vous avez du soleil plutôt le jour, on peut le dire, et plutôt l'été. Donc chaque pays, en fonction de... Alors, je sais pas, dans les pays tropicaux, on va avoir de l'électricité qui va être... la demande qui va être tirée par la demande d'air conditionné et de refroidissement en tout genre, et ça va évidemment s'aggraver dans un monde qui se réchauffe. Donc ça va très bien coller avec l'électricité photovoltaïque. Vous allez peut-être rajouter un petit stockage de froid et vous allez de quelques heures décaler après le coucher du soleil et vous allez avoir ce qu'il vous faut avec beaucoup de photovoltaïque. Dans les pays tempérés comme le nôtre, jusqu'à présent, c'est en train de changer, hein, on a plutôt une demande d'électricité l'hiver, tirée par le chauffage électrique. Demain, ça sera peut-être des pompes à chaleur, mais ça va pas, la consommation d'électricité dans le tertiaire bâtiment tertiaire va pas baisser parce qu'on va à la fois remplacer des chauffages électriques inefficaces et des chaudières à fioul ou à gaz inefficaces par des pompes à chaleur. Donc globalement, on va consommer autant d'électricité. Ce sera plutôt l'hiver, puis l'éclairage aussi, il y a besoin de plus d'éclairage en hiver, etc. Donc là, ça colle bien avec l'éolien. Donc si on fait déjà le bon mix, on résout une grande partie du problème. Et en fait, quand on regarde, avec les flexibilités nouvelles qui vont apparaître, y compris dans l'électrification, j'ai donné un exemple sur la chaleur haute température en industrie, les véhicules électriques, tout ça, il va rester un problème incompressible qui est celui ce que les Allemands appellent les Dunkelflaute, c'est les pétoles, si vous voulez, c'est la semaine d'hiver où il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de lumière. Et là, on va avoir besoin de mettre quelque chose dans les centrales électriques, des centrales électriques thermiques. Ça peut très bien être du gaz au début, parce que ça n'empêche pas qu'on soit sur une trajectoire de décroissance des émissions de CO2, de la production d'électricité et plus encore de l'économie tout entière, puisqu'en même temps on électrifie avec cette électricité essentiellement renouvelable, on va électrifier les secteurs d'utilisation finale. Mais vient un moment où on a besoin de mettre quelque chose qui soit plus du gaz si on veut passer à 100% et vraiment réduire encore nos émissions. Et là, on pourra mettre de l'hydrogène vert. C'est une des fonctions de l'hydrogène vert. Il y en a, je dirais, 4 principales. C'est de faire l'ammoniac qui sert aux engrais azotés, tant qu'on ne sait pas faire de l'agriculture sans engrais azotés ou pas assez. C'est de faire du méthanol comme pour les produits chimiques. Tant qu'on fait des beaux plastiques pour mettre sur nos plages, et on a besoin de méthanol et de produits chimiques. Après, c'est peut-être de faire un peu de carburant aviation. C'est de faire de l'ammoniac probablement pour les bateaux, comme combustible pour les bateaux. Et c'est de décarboner la sidérurgie par la réduction directe des oxydes de fer avec l'hydrogène.
Et puis vient un 5e usage, mais tout à fait à la fin du processus pour moi, c'est effectivement de faire de l'hydrogène en été quand il y a des excédents solaires importants, de le stocker dans des cavités salines, on en a en France, on en a beaucoup en Allemagne, et de l'utiliser en hiver pendant les périodes où on en aurait besoin, qui ne sont pas prévisibles à l'avance, donc il faut un stockage qui ne se décharge pas tout seul, et ça c'est un rôle pour l'hydrogène vert. Si je peux juste compléter, je pense que l'idée du stockage, c'est une idée un petit peu, pas assez fine pour décrire ce dont on a besoin. Et tout ce dont a parlé, dans tout ce dont a parlé Cédric, il y a l'idée de flexibilité aussi de la demande. Je donne un exemple lié à l'hydrogène. Si on développe 20 gigawatts d'électrolyseurs et que ces électrolyseurs ont un coût suffisamment faible à l'investissement d'ici 10 ans, et qu'on peut les faire fonctionner 4000 heures par an au lieu de les faire fonctionner 8000 heures par an parce que c'est 4000 heures où l'électricité est peu chère parce qu'on en a beaucoup, eh bien à ce moment-là, on va utiliser cet hydrogène directement, comme l'a très bien dit Cédric, dans l'industrie. On va pas refaire de l'électricité derrière. Mais ces 20 gigawatts, c'est énorme comme source de flexibilité sur le système électrique. Ça marche avec l'hydrogène, ça marche aussi avec la chaleur, quand on a des stockages de chaleur qui peuvent être à basse température, des stockages aussi saisonniers, hein. Il y en a déjà dans les pays nordiques, dans les réseaux de chaleur. Ou des stockages à haute température comme le rondeau dont a parlé tout à l'heure Cédric. Et donc c'est bien d'abord la flexibilité de la demande. Et toutes ces solutions de flexibilité, il y a un panel, hein, les batteries, les stockages hydrauliques, le véhicule électrique, en fait tous ces éléments, on va devoir les développer dans le temps de manière plus ou moins importante. Et on n'a pas besoin de tout ça tout de suite. Et si on développe du nucléaire, on aura peut-être moins besoin d'utiliser l'hydrogène pour refaire de l'électricité ensuite. Donc voilà, ces solutions de flexibilité, il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin de tout de suite et que c'est pas toujours du stockage. On va prendre une toute dernière question et ensuite, pour ceux qui sont inscrits au cocktail, vous pourrez bien évidemment poser vos questions là-bas. Bonjour, merci pour votre présentation et puis d'avoir présenté différents projets. Moi, je souhaitais réfléchir un peu sur une échelle plus globale parce que comme on veut chercher à atteindre le net zéro carbone à l'échelle mondiale et pas seulement à l'échelle française ou à l'échelle européenne, je me demandais si toutes les solutions et toutes les technologies dont vous avez détaillé le fonctionnement ici étaient applicables à l'échelle mondiale, notamment en termes de gestion des ressources. On parle notamment du lithium, du cobalt, du nickel. Est-ce que c'est quelque chose qui serait applicable à grande échelle ? Et si oui ou sinon, quelle technologie ne le serait pas ou quelle technologie serait applicable à grande échelle en sachant que les pays pauvres, eux, a priori, vont augmenter fortement leur demande d'énergie et j'imagine qu'on pourra, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vivre tous sur la planète Terre avec la même demande énergétique qu'un Européen moyen ? Merci. Il y a deux questions en une là-dedans. Il y a la question du modèle de convergence, c'est-à-dire vers quoi on doit converger. Et il y a ensuite, est-ce qu'en fonction de ce vers quoi on a envie de converger, je ne parle pas vers quoi on va, mais vers ce vers quoi on a envie de converger, est-ce qu'il y a assez pour physiquement soutenir le modèle de convergence ? Alors en fait, c'est des débats qui sont... C'est comme les débats sur les scénarios électriques, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui vous disent on ne peut pas aller plus haut que ci, et pas aller plus haut que ça, etc. On peut aller jusqu'à la Lune, enfin bon, tout. Il y a, si on répond en termes de gestion des risques, et si on revient en fait, il n'y a pas de maître du monde. Donc la question que vous posez, elle a un intérêt, il y a un intérêt intellectuel à cette question, mais il n'y a pas d'intérêt pratique. Parce qu'en fait, il n'y a pas de maître du monde. Et si on raisonne en termes pratiques, en fait, on revient dans un système de gestion des risques. C'est-à-dire où est le meilleur pari qu'on puisse faire pour essayer de faire en sorte qu'on n'arrive pas à faire exploser la cocotte minute. C'est ça la question. Et du point de vue des pays occidentaux, notre meilleur pari, c'est plutôt de faire des efforts pour baisser tout en gardant de la joie de vivre, des projets et des trucs pour l'avenir. Parce qu'effectivement, quand on commence à faire quelques petites règles de 3, on se rend compte que la probabilité qu'on puisse faire vivre un jour 10 milliards de terriens comme un Français d'aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on y arrive très facilement. Mais encore une fois, la réponse à cette question,
enfin si, on peut la donner en disant on va avoir du mal à y arriver à ça, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Et je le redis, comme il n'y a pas de maître du monde, la vraie question, en fait, elle se pose à l'échelle des acteurs qui ont la possibilité d'agir sur un périmètre donné. Et en fait, il n'y en a que deux, il y a les États et les entreprises. Voilà. Et au niveau des États, je le redis, en particulier des États européens qui, comme ça a été dit avant, sont importateurs d'à peu près tout. Nous, en Europe, on n'est pas autosuffisant au niveau actuel de consommation, ni en métaux, ni en énergie, ni en agriculture, à peu près, ça va à peu près, mais sinon pour le reste, c'est pas terrible. En fait, notre intérêt, il est convergent avec celui du monde, c'est-à-dire qu'on allège la pression sur les ressources en diminuant la consommation globale, mais ça commence par nous. Voilà. Merci. Puisque dans la question, il y avait celle des métaux, je voudrais en profiter pour faire une petite mise au point. Parce que mon ami Jean-Marc, il n'a pas tout à fait bien lu l'étude de l'AIE. La multiplication par 40 du lithium et par 20 du nickel, c'est la multiplication du secteur de l'énergie et du stockage de l'énergie. Si on regarde la multiplication sur l'ensemble des usages, on a sur 5 minéraux à peu près une multiplication par 5. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est moins que 20 ou 40. Et par ailleurs, dans cette multiplication, le ressort principal, c'est le véhicule électrique. Ce n'est pas la production d'électricité, qui est un ressort mineur. Donc c'est quand même important, quel que soit... Alors, il y en a un peu plus pour les renouvelables. Bon, il faut quand même voir la différence entre l'éolienne d'aujourd'hui et les moulins à vent, entre le linge qui sèche au soleil et puis le panneau photovoltaïque. Il y a eu un peu de progrès technique, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas complètement négliger. Mais alors, oui, il y a un problème sur le cuivre, mais il y a deux. Enfin bref, on va en recycler beaucoup qui sert aujourd'hui dans des canalisations. Hein. Je pense qu'on va s'en sortir comme ça. Il y a un problème sur le cuivre, oui, parce que entre les réseaux et les véhicules électriques, il y a un problème sur le cuivre, c'est évident. C'est évident qu'on a un double problème avec les minéraux. On a un problème de rapidité d'augmentation de l'extraction. Donc moi, j'assume d'être un extractivisme, comme disent les écologistes. Et un deuxième problème, qui est un problème de géopolitique à l'égard de la Chine. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que la dépendance à la Chine, tu parlais des panneaux solaires, c'est pas la même que la dépendance sur le pétrole, par exemple. Quand on n'a pas de pétrole ou pas de gaz... Alors, le pétrole, on a principe 90 jours. Le gaz, on avait ce qu'on avait dans les réserves. On a un problème aigu tout de suite. S'il s'agit de fabriquer des éoliennes ou de fabriquer des panneaux solaires, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes parce que celles qu'on a installées, elles continuent de fonctionner. La ressource, elle est locale. Après, on peut perdre 6 mois sur la mise en place de nouveaux modes de production pour faire nos propres éoliennes ou nos propres panneaux solaires, ou 2 ans. Mais c'est pas la même nature de problème que l'interruption brutale d'un flux d'énergie. C'est pas de ça dont il est question. Donc on a un double problème de minéraux. Il est réel. Il concerne le cuivre et quelques autres. Le lithium, il y en a beaucoup. Mais c'est plutôt un problème Après, c'est encore une fois une histoire de transition parce que ces minéraux, ils sont très largement renouvelables au sens où ils seront très largement recyclables. On ne va pas avoir besoin de les extraire tout le temps. C'est la grosse différence d'avec les combustibles fossiles. Hein. Il faut quand même donner des ordres de grandeur. On a besoin de quelques dizaines de milliers de tonnes de minéraux. Pour ça, il faut extraire, vu que leur grade est de 1% ou 0,1%, ou quelquefois encore moins, on a besoin de dizaines de milliers de tonnes de métaux, pour lesquels il faut extraire des dizaines de millions de tonnes de roches. Non, on a besoin de dizaines de milliers de tonnes de métaux, j'insiste, tu regarderas les chiffres, et des millions, pour ça il faudra extraire des dizaines de millions de tonnes de roches, mais aujourd'hui on extrait des dizaines de milliards de charbon. Et de tonnes de roches associées au charbon. C'est 7,5 milliards de tonnes. Donc on descend de 3 ordres de grandeur dans l'extraction minière quand on remplace le charbon par un système basé sur les renouvelables et les métaux. On descend de 3 ordres de grandeur. Donc faut pas. Alors, cela dit, il y a un problème de rapidité, il y a un problème de transition. À terme, le recyclage va pouvoir prendre la place, mais dans l'immédiat, c'est pas possible. Pourquoi ? Non pas parce qu'on ne sait pas recycler,
mais parce qu'on n'a pas la base pour recycler. Pour les voitures au lithium, elles ont 5 ans au maximum, donc c'est pas maintenant qu'on va les recycler de façon massive. On commencera à recycler en 2040, et il en va de même pour beaucoup de choses. Alors le cuivre, si, je pense qu'on va pouvoir recycler un certain nombre de canalisations en cuivre qui vont être remplacées par des plastiques de type PER, et que ça va nous donner un peu d'air sur la gestion des systèmes électriques. Mais c'est un sujet, un des sujets tendus sur les métaux. Il y a quelques sujets tendus, mais il n'y a pas de fatalité, et je pense qu'on peut y arriver. Il va nous falloir des métaux, il va nous falloir accepter d'avoir des mines, y compris en Europe. Il y a plein de projets. La Commission a fait des documents assez intéressants. Il y a beaucoup de métaux partout en réalité. Il faut quelquefois se donner quand même la peine d'aller les chercher. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin de pétrole. On peut faire ça avec toutes sortes d'autres énergies, à commencer par des énergies renouvelables. De plus en plus, l'extraction des métaux dont on a besoin pour les renouvelables, on va le faire avec de l'énergie renouvelable, bien entendu. Mais forcément, aujourd'hui, on est dans un monde qui est plein de pétrole, et donc rien de ce qu'on fait n'est parfait. C'est-à-dire que on construit une éolienne, bah oui, il y a du pétrole dedans, ou du charbon pour faire l'acier, pour faire le mât, bien entendu. Mais ça n'a aucune raison de durer indéfiniment. Merci beaucoup. On va prendre une toute dernière question à laquelle je vais vous demander des réponses très brèves, s'il vous plaît, parce qu'on a un petit peu pris par le temps, je suis désolé. Déjà, merci pour l'organisation. J'avais une petite dernière question désolé si vous avez faim. Pour les étudiantes et étudiants intéressés par la modélisation économique et plus, parce que j'ai déjà pu constater une forte inertie dans le milieu académique et administratif au changement idéologique et méthodologique notamment. Et je me posais la question, est-il plus efficace et surtout moins frustrant d'agir directement sur l'appareil productif plutôt que réglementaire? Et si oui, comment? Merci. On n'a pas très bien compris la question, je crois. La question, excusez-moi. Le dernier mot, c'est est-il plus efficace et surtout moins frustrant d'agir sur l'appareil productif plutôt que réglementaire? Et si oui, comment? Comment se positionner pour un étudiant aujourd'hui, surtout sur ces questions de transition, surtout ça? Quand tu dis réglementaire, tu veux dire c'est la demande, non? C'est-à-dire sur soit on travaille en administration, sur le milieu académique, mais on peut travailler en entreprise, dans le privé, l'industrie on peut faire des conseils, etc. ou pour le gouvernement, c'est ça par exemple? Par exemple, au niveau des milieux et des traditions de la culture d'entreprise où, on va dire, il y a moins d'inertie, parce que ça peut prendre longtemps en soi de faire changer les mentalités. Je peux faire ma réponse de Normand, les deux ou les quatre, je sais pas, parce que finalement là on parle d'administration, on parle de grosses industries, on parle peut-être de petites industries qui vont et qui n'ont pas les mêmes types de fonctionnement, les mêmes inerties. Et je pense qu'on a besoin d'un petit peu tout. Et désolé, c'est pas une réponse très intéressante, mais. Moi, j'ai toujours travaillé dans le privé. Je trouve que, je pense que ça va très vite dans le privé. Ça peut aller vraiment très vite, voilà, dans l'industrie en particulier. Ouais. C'est mon expérience. J'ai bossé dans des secteurs qui ont bougé très très vite pour le pire et le meilleur, mais, voilà, mais ça bougeait très vite. Voilà. Merci beaucoup. Juste un complément. In fine, on ne change pas l'orientation d'un pays sans changer les règles du jeu. Donc c'est pas le secteur privé qui fait les règles du jeu, ou en tout cas c'est pas lui qui devrait les faire. Dans un certain nombre de cas de figure, c'est le secteur privé qui fait les règles du jeu. On voit que par exemple dans le monde financier, le résultat est pas toujours génial. Mais par contre, en termes de parcours individuel, quand on rentre jeune, frais et moulu de ses études dans le secteur public, c'est extrêmement frustrant parce qu'on est très très loin du pouvoir. Sauf à être bombardé, comme certains de copains de promo l'ont été quand ils avaient 25 ans, conseillers de cabinet, auquel cas on connaît rien à la vie et on va être très près du pouvoir et on va éventuellement pouvoir faire des grosses conneries parce qu'on connaît rien à la vie. Donc là, c'est assez... Enfin voilà, rentrer dans l'administration et rentrer dans la fonction publique quand on est jeune, c'est servir une cause noble. Mais il faut être parti pour une course de fond en se disant que pendant un moment, il va falloir faire un peu le dos rond,
parce qu'on ne fera pas la révolution de l'intérieur. Alors dans une grosse boîte, on fait un peu moins on fait un tout petit peu plus, mais déjà pas beaucoup non plus la révolution de l'intérieur. En fait, si on veut faire la révolution de l'intérieur, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, il faut aller dans des petites structures. Parce que déjà, tu vas être beaucoup plus près de Dieu si tu rentres dans une boîte de 100 personnes que si tu rentres dans une boîte de 100 000, comme ça. Mais par contre, une petite boîte, elle a des petits effets. Donc, à l'échelle de son quotidien et de ses sens, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gratifiant. Parce qu'on est dans un univers en évolution rapide, parce qu'on a l'impression d'avoir de l'impact sur les gens qui vous entourent immédiatement, etc., ce qui est vrai. Par contre, on participe beaucoup moins à la modification du grand tout. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on cumule à la fois, on fait un truc qui va changer la vie de tout le monde, dans le bon sens, très vite. Ça n'existe pas. Donc à un moment, il faut aussi choisir essentiellement en fonction de ses goûts. C'est peut-être ça le premier critère de choix de très loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette table ronde et on se retrouve tout de suite en salon d'honneur pour ceux qui sont inscrits au cocktail.